Mais ouais, du coup, je pensais faire, comme tu viens de dire, on commence sur Polkadot rapidement. Bon, on va vulgariser au max parce que c'est quand même vachement complexe. Après, si on veut rentrer Ah dans oui, les oui. détails, il faudra peut-être le faire en plusieurs fois. Non, 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 Euh, non. Je pense qu'il faut effectivement vulgariser au max, d'autant plus que le but, c'est d'arriver avec Zosama, c'est ça. qui, voilà, donc on a besoin Non, c'est effectivement en 50 minutes. d'un petit peu plus. Mais vas-y, je t'en prie, Trop je te bien. laisse Donc, je peut-être fais rapidement, la petite presse sur moi vite fait, ouais. voilà, Euh, rapidement, effectivement, ta petite presse. Super, ah, sympa, vraiment tout préparé. Allez, je te laisse, vite c'est fait, à toi. carrément. Bah écoutez, moi, c'est Cryptomaniac. J'ai commencé un Twitter en janvier. Au début, je faisais un thread par jour sur des threads éducatifs sur la crypto en français. Type c'est quoi un layer 1, comment utiliser une pool de liquidité, enfin un peu tous les sujets que vous pouvez avoir, et partage d'expérience, ce que je faisais avant. Avant, moi j'ai commencé la crypto il y a quasiment 2 ans. Je faisais que des shitcoins sur la Binance Smart Chain. J'étais un peu le mec qui était dans tous les groupes sur les petits tokens qui se lançaient. C'était pas vraiment des. Enfin, je dis c'est pas des vrais projets, il y avait un peu d'utilité, mais bon, comparé à des gros projets au gros market cap, c'était minime évidemment. Donc j'ai fait ça pendant ouais, peut-être 6 mois. J'ai eu des bons profits. J'en ai eu un peu marre de faire des projets qui n'avaient pas trop de sens derrière. Et c'est là que je me suis un peu plus investi sur Polkadot Kusama. Ça va faire 8 mois que je suis ambassadeur sur Moonsama, qui est le plus gros projet qui n'est pas une blockchain sur Polkadot. Je commence à connaître pas mal tout l'écosystème, donc normalement je ne dirais pas trop de bêtises. La semaine dernière, j'étais à la Berlin Blockchain Week, donc j'ai rencontré toutes les équipes de Polkadot, de tous les plus gros projets qu'il y a chez Polkadot en vrai. Donc normalement, je dis Cool. pas de bêtises et je vais vulgariser au max, mais normalement sur Polkadot, je suis calé, c'est pour ça que je pense que je peux faire cette AMA. Et après, voilà, pas grand chose de plus. Je suis pas mal dans les NFT en ce moment principalement, mais je fais un peu tout. Bah merci, c'est plutôt clair. C'est clair, c'est clair. Bah, si t'es rentré il y a 2 ans, faut pas avoir honte de ton passage sur la BSC parce que en réalité, c'était la période C'est la hype du où tout le moment. monde est Voilà. passé par la BSC avec PancakeSwap, enfin voilà, c'est un peu Exactement. la même période. Donc on s'est tous mis à farmer de la monnaie. Donc voilà. Oui, oui, et puis Bah, c'est la période où j'ai tout appris, c'est la période où j'ai fait le plus d'argent au début qui m'a permis quand même de me consacrer entièrement sur du contenu éducatif après. Donc, pas un bien regret, sûr. mais voilà. Je suis Bien, content non, non, il n'y a aujourd'hui, aucun ça fait regret. 6 ans que je fais On ça, en quoi. apprend énormément. Donc ouais, non, c'est bien, c'est formateur en tout cas. Donc bravo, C'est bienvenue beaucoup de parmi rêves au nous. début. Et Ouais. oui, c'est beaucoup de rêves, mais bon, tu comprends que c'est vite comme tout en fait. Ça sert à rien de rêver trop. Après, à un moment ou un autre, la bulle de toute manière est amenée à exploser. Ouais. Ça veut pas dire que ça va pas se reformer un jour sur la même chose ou sur autre chose, mais les bulles sont faites pour exploser. Ouais. Euh, Euh, Bah écoute, c'est parfait. Je pense que maintenant on sait un peu mieux qui tu es, même si pour la majorité on savait déjà un petit peu. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut commencer par déjà présenter comme tu comptais le faire là, un peu l'écosystème Polkadot et puis ouais, je te laisse enchaîner. on va essayer. N'hésitez pas ceux qui connaissent à compléter ou à poser des questions et tout. J'ai pas le chat, donc si quelqu'un veut, il y a des questions pertinentes, n'hésitez pas à me les dire. Bien Euh, sûr. du coup, Polkadot, c'est ce qu'on appelle un layer 0. Je sais pas si vous savez tout ce que c'est qu'un layer 0. En gros, la plupart des blockchains que vous utilisez, c'est des layers 1, type Ethereum, Solana. L'idée d'un layer, ça veut dire couche en anglais. En gros, plus vous allez dans des layers avec des numéros élevés, plus vous vous emboîtez sur des choses qui existent déjà pour vous spécialiser. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, Ethereum, c'est un layer 1. Par-dessus Ethereum, on peut mettre un layer 2 comme si je dis pas de bêtises, c'est un layer 2. Et à chaque fois, on va du coup utiliser l'infrastructure de départ, donc la sécurité qui a été mise en place, tous les nodes, tous les réseaux et tout, pour spécialiser vers une blockchain qui est plus pratique, par exemple plus scalable, avec des frais moins élevés, plus rapide, quelque chose comme ça. Donc on va essayer d'utiliser l'infrastructure de départ pour spécialiser. Au départ, on avait du coup les layers 1 comme Ethereum, et on essayait de construire sur ces layers 1 des layers 2 plus efficaces. Il y a un nouveau concept qui a été développé, ça fait déjà 4-5 ans que c'est en développement, mais en vrai, les layers 0 se lancent que depuis très peu, depuis environ 1 an qu'ils commencent vraiment à exister. Les plus gros, c'est Polkadot avec du coup Kusama dont on va parler après. Et il y a Cosmos aussi qui est assez gros en layer 0. Et là, l'idée, c'est en fait on construit une infrastructure de départ qui est vraiment hyper sécurisée, hyper scalable avec beaucoup d'interopérabilité entre les blockchains qui sont en dessous. Et on permet à tout le monde de venir non pas en tant que layer 2, mais en tant que layer 1, donc avec la couche précédente encore. Ça veut dire que sur un réseau comme Polkadot, on pourra avoir par exemple Ethereum qui s'imbrique dessus, avec Solana à côté, avec Binance Smart Chain à côté, et que c'est ce qu'on appellerait des parachains. Du coup, les layers 1 sur Ethereum, c'est ce qu'on appelle des parachains.
Donc, je sais pas si vous voyez à droite le dessin. Tout ce qui s'emboîte, en fait, à chaque fois. Sur le layer 0, c'est ce qu'on appelle les parachaînes, c'est les layer 1. Et après, sur ces parachaînes, on peut très bien construire des layer 2 si on veut. L'intérêt, en fait, c'est que du coup, on a cette infrastructure de base qui est hyper qualitative a priori. Et ça permet d'avoir en dessous des layers 1 qui peuvent très facilement interagir entre eux. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. En gros, par exemple, des tokens peuvent se téléporter d'un endroit à un autre. Sur Polkadot, on appelle ça des XC20 tokens. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de bridge. Et on sait que les bridges, c'est là où il y a le plus de hacks aujourd'hui en crypto. Donc, pouvoir éviter les bridges, c'est hyper intéressant. Ça permet aussi de partager du coup des techs. C'est-à-dire que typiquement sur Polkadot, on a des blockchains principales qui sont typiquement Moonbeam sur Polkadot, qui est un peu l'équivalent d'Ethereum, où on fait un peu tout. Mais le fait qu'on ait ces blockchains principales, ça permet à d'autres layer 1 qui se construisent sur Polkadot d'utiliser cette tech-là pour tout ce qui se fait globalement sur l'écosystème et de se spécialiser sur des choses plus précises. Donc, vous réciter 50 projets différents, mais par exemple, on a Kilt qui est un projet qui va spécialiser sur la sécurisation de l'identité. Comment faire pour pouvoir prouver que vous êtes bien telle personne sans faire fuiter vos données. On a des projets qui vont se concentrer sur des DEX, donc ça va être une blockchain entièrement dédiée à un DEX, type Akala. On a des projets qui vont se concentrer sur pour des jeux vidéo, pour des paris, enfin, on a vraiment tout qui peut se créer. Et du coup, ça crée un écosystème qui est assez intéressant et plus sain en général que ce qu'on voit à côté, parce qu'en fait, au lieu d'avoir plein de projets qui font un peu tout et la même chose en compétition, on a des projets qui ont besoin que les autres projets continuent de développer pour se tirer vers le haut, en fait. Typiquement, c'est hyper fréquent dans Polkadot d'avoir des projets qui attendent qu'un autre projet ait fini de développer une tech pour pouvoir lancer un produit. Et du coup, ça fait, je trouve, un environnement qui est assez sain, assez positif et qui permet d'avoir des blockchains plus spécialisées. Je sais pas si sur l'idée globale de ce que c'est clair ou pas, ce que je viens de dire. Alors pour moi, oui. Par contre, je pense qu'il y a un petit point peut-être que tu pourrais aborder et qui apporterait beaucoup d'illumination à beaucoup de monde. C'est quelle est grosso modo la différence entre Polkadot qui est un layer 0 et qui va permettre aux différentes blockchains layer 1 qui se connectent dessus de communiquer entre elles, et un bridge, par exemple, un bridge entre Avax et Ethereum. Ok. J'ai peur de dire des bêtises sur la partie technique, du coup. En... Tu veux répondre directement, peut-être, pour que je dise pas de bêtises? Ah non, c'est toi l'expert. Pas cool. Écoute, dis ce que tu sais, ne te voilà, voilà. No stress, t'es pas noté. Ouais. Non, mais parce que je veux pas dire de bêtises, c'est juste ça. De ce que je comprends, en tout cas, sur un bridge classique, on va avoir besoin d'avoir l'équivalent des tokens des deux côtés, typiquement. Et ça veut dire qu'on va avoir besoin d'avoir des pools de liquidité des deux côtés, de générer, de minter des nouveaux tokens des deux côtés, de faire des équivalences de partout. Alors que sur Polkadot, c'est vraiment le même token qui est téléporté. Donc, il n'y a pas besoin de refaire à chaque fois tout ce qui a déjà été fait ailleurs. Je sais pas si c'est très clair, si c'est exactement ça. Je pense que j'aurais dit à peu près comme toi. Ok. Après, je suis pas expert. De mémoire, de mémoire, je crois que en fait les tokens XC20 ils sont juste encapsulés de manière à ce que la blockchain de réception, donc si on parle de transfert entre par exemple Akala et Astar, qui sont deux layers 1 sur Polkadot, c'est juste une histoire d'encapsulation pour que les deux blockchains puissent savoir que c'est un token XC20 de ce type-là. Donc en fait, il y a pas les fonds sont pas bloqués comme sur un bridge ou quand on va utiliser un bridge Optimism Ethereum par exemple, les fonds l'Ether qu'on transmet, il est bloqué dans le bridge et il y a un équivalent Optimism qui est minté de l'autre côté. Mais du coup, si le bridge se fait hacker, bah, les fonds disparaissent. C'est ce qui s'est passé sur certains bridges récemment. Voilà. Okay. Si je dis pas de bêtises. Ouais, bah ça colle à peu près avec ce que je comprends. C'est bien résumé. En fait, il n'y a pas d'histoire de burn and mind quand on passe d'une blockchain à une autre. Ouais, voilà. On va dire que ça change le principe d'étanchéité native de chaque blockchain. En fait, quand on parle de bridge, c'est juste un subterfuge, c'est-à-dire qu'on va bloquer dans un smart contract sur la blockchain A les tokens qu'on va envoyer sur la blockchain B, et du coup, une fois que c'est bloqué sur la blockchain A, côté blockchain B, on va créer ces tokens, et quand on veut renvoyer de l'autre sens, on va détruire les tokens sur la blockchain B pour les libérer côté blockchain A, quoi. Ouais. Alors que là, pour le coup, on parle vraiment de téléportabilité, donc c'est pas ça. Ok.
Top. Enfin, plutôt d'encapsulage, a priori. Ah ouais, bah, ok. Sur Ah oui, Excel, on a compris. c'est les On a partages compris blockchain, mais bon, on est tous d'accord. J'avais une petite slide sur les crowd loans pour vous expliquer un peu comment ça marche rapidement. En gros, du coup, pour avoir accès à cette infrastructure de Layer 0 et pour pouvoir se mettre en tant que Layer 1 sur que ce soit Polkadot ou Kusama, il faut être capable d'être l'équipe qui, au moment de... Comment dire, il y a des slots pour les crowd loans pour pouvoir faire partie de ces tokens-là. Et du coup, c'est comme des enchères. Donc, chaque semaine, il y a une équipe qui va pouvoir valider un slot. Pour Kusama, c'est des slots de quasiment 1 an et pour Polkadot de quasiment 2 ans. Et du coup, c'est juste l'équipe qui misera le plus cher qui pourra valider sa, comment dire en français, sa location de l'emplacement sur le layer 0. Du coup, soit les équipes ont les moyens de payer eux-mêmes les tokens, qui sont des tokens du coup du layer 0. Donc par exemple, pour Polkadot, on utilise des tokens DOT pour miser. Pour Kusama, on utilise des tokens KSM pour miser. Soit ils sont capables de financer eux-mêmes ces tokens-là, soit c'est pas le cas, ils vont passer par un système qu'on appelle les crowd loans, c'est-à-dire utiliser le levier de la communauté pour que leur communauté prête ces tokens-là, qu'ils leur rendront du coup à la fin de la période de location, pour être capable de sécuriser une parachain. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que certes, on a une infrastructure qui est accessible à tous et qui est scalable avec beaucoup d'interopérabilité, tout ça. En même temps, il y a un tri qui est fait pour qu'il n'y ait que les meilleurs projets qui puissent accéder à ces emplacements de parachaîne. Et du coup, il y a quand même que des projets qui soient, comment dire, légit et capables de produire vraiment une technologie qui vont pouvoir avoir accédé à ces parachaînes. Pour les crowd loans, ce qui est intéressant pour vous, si vous voulez participer, c'est un moyen d'investir aussi dans ces nouveaux projets-là, parce qu'en général, les projets vous remercient, enfin vous invitent plutôt à prêter vos tokens, et en échange du prêt de vos tokens, ils vont vous donner des tokens natifs à leur écosystème à eux. Donc typiquement, si vous misez sur Karora tout en haut, bon là c'est fini Karora, mais Karora, ils vont vous donner des tokens Karora, Moonriver, des tokens Moonriver, etc. Voilà, pour les crowd loans, en général, c'est pas des investissements hyper rentables si on considère la durée de lock des tokens. Mais il y a quand même quelques blockchains qui ont fait des retours sur investissement élevés. Donc, si vous voyez potentiellement des blockchains avec des projets très innovants ou qui donnent des rewards assez élevés pour les tokens qui sont contribués, ça peut être des investissements intéressants aussi. Après, il y a des gens qui font que ça de leur vie de miser dans les crowd loans, donc c'est un travail assez technique, mais c'est faisable aussi. Vous avez des questions sur les crowd loans avant que j'avance? Ouais, comment on y accède? Ouais. Alors pour le coup, Polkadot, le problème c'est que c'est pas hyper user-friendly. Il y a un site qui est tout simplement polkadot.js.org, si je dis pas de bêtises. Vous avez un wallet aussi, qui est le Polka Wallet. Enfin, dans tous les cas, quand vous connectez sur le site, il vous met l'extension directement. Et du coup, bon, soit vous pouvez participer depuis les SEX, mais en vrai, c'est assez déconseillé parce que les SEX, ils bloquent vos tokens un peu plus longtemps et ils supportent pas tous les crowd loans en plus. Soit vous allez envoyer du coup vos tokens, typiquement Polkadot, sur votre wallet Polkadot. Je vous laisserai regarder, vous prenez l'extension, vous la téléchargez, c'est comme un MetaMask classique, vous mettez aussi Threads et tout ça. Vous allez sur le site des crowdloans et une fois sur ce site, vous avez juste à contribuer et à mettre le nombre de tokens que vous voulez, en sachant que, bien réexpliquer, quand vous mettez un token, il est bloqué pendant toute la période des enchères. Donc en général, c'est des enchères de 5 semaines. Si à la fin des 5 semaines, le projet a gagné, il a du coup un slot pendant 1 an ou 2 ans, selon si c'est Kusama ou Polkadot. Et donc dans ce cas-là, vos tokens ne sont rendus que à la fin des 1 an ou des 2 ans. Et si l'enchère est perdue, vos tokens sont rendus immédiatement, évidemment. Vous pouvez remiser sur un autre projet. Je sais pas si c'est assez clair. Alors, à titre perso, je t'ai suivi. Je Ok. sais pas si En fait, il faudrait que je vous mette les liens après parce que je les ai pas sous la main. Voilà. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat non plus. Ouais. Moi, j'ai des Si Polkadot. quelqu'un a des liens, vas-y, dis-moi. Et effectivement, le truc des enchères, j'ai absolument jamais compris comment ça fonctionnait, quoi. Ok. Mais Polkadot, ils sont sur Binance, donc Ouais. Polkadot, du coup, c'est les premiers crowdloans qui ont été supportés par Binance. Je sais pas s'il y en a en cours en ce moment, je suis pas sûr. Mais du coup, en gros, c'est je me rappelle qu'une fois, il y avait les enchères justement pour Moonbeam à l'époque où tout le monde parlait ouais. de ça. J'avais regardé justement, mais où j'avais absolument pas compris le fait de bloquer les dots pendant X temps et Ok. de les récupérer ou pas les récupérer, quoi. Ok, je vais essayer de réexpliquer. Du coup, en gros, Moonbeam, ils ont besoin que vous leur prêtiez des tokens
pour pouvoir gagner les enchères, être le projet avec le plus de Polkadot bloqués pendant 2 ans, pour pouvoir gagner le slot de Parachain. Donc eux, ils ont intérêt à ce que vous leur prêtiez des tokens. Et pour chaque token que vous leur prêtez, ils vont vous donner, je crois que c'était, je sais plus, sur 2 ans, peut-être 12 Glimmer ou je sais pas, un truc comme ça. En gros, vous allez dire, je bloque mes Polkadot sur ce projet-là de Moonbeam. S'ils gagnent l'enchère, du coup, vous leur prêtez pendant 2 ans. À la fin des 2 ans, ils vous les rendent. Et le système d'enchère, c'est entre toutes les parachains. En gros, toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle parachain qui va pouvoir intégrer Polkadot. Et du coup, c'est la parachain qui aura le plus de dots qui seront loqués dans ces systèmes d'enchères qui va pouvoir gagner et prendre le slot. Donc, je sais pas si c'est clair. C'est un système d'enchères classique qui en fait entre directement toutes les blockchains. Et vous prêtez les tokens DOT à ces blockchains-là pour qu'elles puissent gagner. En fait, le truc que moi je trouvais bizarre, c'était vraiment les 2 ans, quoi. Je trouvais que c'était vraiment très très long. Après, Ouais. Alors du coup, sur Binance, pour le coup, ils ont mis en place un truc qui s'appelle le Liquid Dot. Et en gros, ça vaut... Ils prennent en compte la valeur du stacking à peu près du DOT sur 2 ans. Et ils vous disent, si vous voulez déstacker vos DOT qui sont normalement stackés pendant 2 ans, vous pouvez, mais vous perdez, je sais pas, 20, 30, 40% de leur valeur selon combien de temps il reste en stacking. Donc sur Binance, il y a ça, vous pouvez trade vos dots stackés contre des dots normaux et payer, je sais pas, moins 30%, un truc comme ça. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Et en plus, à titre personnel, je trouve pas que ce soit quelque chose d'hyper bon pour le token DOT parce qu'en fait, les premières enchères, du coup, vont monter hyper cher parce que c'est là où il y a les meilleurs projets avec le plus de fonds. Typiquement, sur Kusama, c'était, tu vois, Moonriver, Karura. Sur Polkadot, c'était les mêmes, c'était Akala et Moonbeam. Et en fait, une fois que ces projets-là sont passés et qu'ils ont leur slot pendant 2 ans, il n'y a plus que des petits projets avec moins de fonds. Donc, il y a de moins en moins de pression sur le token DOT pour qu'il soit acheté. Ce qui fait que, du coup, moins de buy pressure, souvent, ça veut dire une baisse de prix du token. Et au final, quand la fin du lease arrive au bout de 2 ans, donc par exemple, quand Moonbeam doit repayer son slot, il n'y a plus de concurrence sur le marché et du coup, ils peuvent mettre très peu de tokens ou souvent acheter le slot eux-mêmes. Ce qui fait que, en général, au bout de 2 ans, il y a des chances que votre token il ait perdu de la valeur. Enfin, sauf bull market, etc. évidemment, mais ça peut être risqué de loquer les tokens 2 ans. Sur Kusama, 1 an, c'est plus court, c'est peut-être plus cohérent. Après, c'est des stratégies d'investissement. Si dans tous les cas, vous comptez les garder, why not, quoi. ok, merci. Et sur Kusama, il y a... Ouais. Pardon. Vas-y. Non, sur Kusama, il y a un autre avantage aussi au participer au crowdloan, c'est que assez souvent, pour récompenser les gens qui ont supporté le projet sur la crowdloan Kusama, ils vont donner un accès à des préventes du jeton du projet qui se déploiera sur Polkadot. Donc, par exemple, Karura, qui est le projet sœur de Akala, donc Karura est déployé sur Kusama. Et son projet équivalent sur Polkadot, c'est Akala. Donc, il y a certains projets comme ça, quand on a participé au crowdloan sur Kusama, ils nous donnent un accès aux préventes des jetons de la blockchain qui se déploiera sur Polkadot. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte quand on fait de l'investissement. Carrément. Et donc, d'après ce que tu dis, plutôt investir sur des crowdloans de Kusama, du coup. Parce que si j'ai bien compris le principe entre Kusama et Polkadot, c'est que Kusama, c'est un petit peu le layer de développement, j'ai envie de dire, là où on va commencer à aller créer des applications parce que c'est moins, enfin, il y a plus de possibilités que de développement que sur Polkadot. Et une fois que c'est prêt, on est censé effectivement le déployer sur Polkadot. C'est à peu près le principe de Kusama et Polkadot, non? Ouais, Les devs, ils expérimentent en fait sur Kusama. C'est ça. La version simplifiée, c'est de dire que c'est le testnet de Polkadot. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça parce que Kusama, il permet des choses un peu plus moins sécurisées, mais beaucoup plus rapides. Surtout qu'il a un token. Un testnet n'a pas de token. Donc, effectivement, oui, c'est l'équivalent du testnet. C'est vraiment un testnet qui n'est pas un testnet du coup parce que le but, c'est qu'on teste aussi le modèle économique des projets derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a les tokens et c'est pour ça qu'il y a les tokens partout. En général, les projets Kusama... Pardon, vas-y. Vas-y. En général, les projets Kusama sont un poil plus intéressants du coup parce que souvent, le but à la fin, c'est d'aller sur Polkadot. Donc, le gros projet, il est sur Polkadot. Donc, tous les VC, ils sont sur Polkadot aussi. Donc, d'un côté, on a le projet Kusama qui est en général moins acheté sur des pré-sales, des pré-ventes par les VC et tout. Donc, c'est plus early, quoi, on va dire. C'est plus early. Après, évidemment, c'est aussi des tokens qui vont monter moins haut parce qu'au final, tout le monde s'attend à ce que la version Polkadot du projet aille plus haut, plus loin, tout ça. Parce que Polkadot, c'est quand même la partie qui est plutôt faite pour
sécurisé pour les institutions, pour les banques, tout ça, alors que Kusama, c'est plutôt la partie des gènes du truc. Et en vrai, enfin, je ne vais pas expliquer dans le détail, mais quand on rentre dans le détail, on comprend quand même que Kusama, c'est pas juste le testnet, et il y a des projets qui auraient presque intérêt à rester sur Kusama tout le temps, juste parce que Polkadot, c'est même pas plus pratique pour eux selon ce qu'ils veulent faire tout le temps. D'accord. Attention, si vous parlez à des puristes de Polkadot, si vous dites que Kusama est un testnet, ils vont pousser des cris. Clairement. Donc c'est un réseau Canary. C'est pas un testnet parce qu'on joue avec des vrais sous. C'est des vrais projets. Et une des différences, c'est que les temps de développement sont beaucoup plus courts. En fait, les cycles de dev sont plus courts et les cycles de mise en prod sont beaucoup plus courts. Donc en gros, sur Kusama, on est plus agile, on peut faire plus d'expérience. Et si ça plante, tant pis parce que c'est prévu pour. En gros, c'est un peu ça la philosophie. Ouais. D'accord. Ce que je voulais dire avec les bambous, du coup. Top. Merci. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est super clair ce que vous venez d'expliquer. Je sais pas si quelqu'un a une question sur l'écosystème Polkadot, Kusama. Ouais, moi j'ai une petite question. Alors peut-être que vous l'avez dit que j'ai pas suivi. Je m'excuse, je me suis absenté légèrement pour me resservir un verre. Il n'y a pas une histoire que il faut d'abord passer par Kusama avant de pouvoir arriver sur Polkadot? Si c'est ça, non, c'est ce qui vient de. Tu vois ton verre. Autant pour Ton moi. verre t'a fait rater une info importante. On peut continuer. En fait, pas forcément. Ouais, C'est pas obligatoire. Ça dépend des projets et on en a un notamment qui a posé les roubignoles sur la table et qui s'est lancé directement sur Polkadot, c'est Engine. Enfin, Affinity qui est affilié à la blockchain, au projet Engine qui était sur Ethereum. Et comme leur fonds de commerce, eux, c'était le gaming et la blockchain, sur Ethereum, leur business a été un petit peu freiné par l'explosion des frais. Et ils ont cherché des solutions pour pouvoir déployer leur techno et la rendre accessible aux utilisateurs, parce que c'est bien beau d'avoir des super technos, mais si les utilisateurs, à chaque fois qu'ils veulent faire une transaction, ils doivent payer $10 ou même 50. Pour les pires moments, c'est pas possible. Et donc ils ont cherché des alternatives. Une des alternatives, ça a été Polkadot. Et donc eux, ils sont allés directement, fort de leur aura sur leur précédent projet, ils se sont déployés directement, enfin ils ont participé à une enchère directement sur Polkadot sans être passés par Kusama et ils ont gagné. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Donc il y a une exception, si je comprends bien. En fait, il n'y a pas de règle, c'est juste que la plupart ils préfèrent passer par Kusama d'abord et j'imagine faire les tests pour les utilités sur le côté dev que tu as cité tout à l'heure, alors que ils peuvent, s'ils veulent, juste lever les fonds et aller sur Polkadot direct. Oui, si tu es sûr de toi, tu es sûr que ta techno elle fonctionne, tu peux effectivement peut-être passer par la grande porte directement. Ouais. Et un complément, du coup, pour vous montrer à quel point c'est jeune, tout ça, la première parachaîne, elle a été lancée il y a genre 1 an et 1 semaine sur Kusama. Donc ça veut dire que c'est pour ça aussi qu'il y a encore assez peu de projets, assez peu de gros market cap sur ces blockchains-là. Et sur Polkadot, Moonbeam, ça doit avoir, je sais pas, 8 mois peut-être, des bêtises, quelque chose comme ça. Donc c'est moins d'1 an des deux côtés. Vu que tout ce qui est Kusama, ça a été lancé avant, on a plus de projets, plus de tokens, plus d'NFT côté Kusama, surtout Moonriver du coup. Et tout ce qui est sur le côté Moonbeam, Polkadot et tout ça, c'est encore assez jeune. Même s'ils avaient préparé leur tech en amont et tout, la plupart des parachutes qui sont lancés, elles n'ont pas du tout implémenté encore. Et c'est un écosystème qui est vraiment très très jeune, quoi. C'est pour ça que souvent quand les gens disent dès aujourd'hui il n'y a rien, ça va pas marcher, laisser un peu de temps, quoi. Le truc vient d'arriver et les projets n'ont pas eu le temps de transitionner dessus encore. Moi, ce que j'aime bien dans ces projets-là, en l'occurrence sur Kusama ou même Polkadot pour la suite, c'est que c'est des projets au final qui sont on s'aperçoit que c'est vraiment en fait, c'est des communautés, c'est des projets qui sont défendus que par la communauté. Ouais. Et ça, c'est un aspect effectivement que j'aime beaucoup dans ces, enfin ce que je découvre, parce que je connaissais pas plus l'écosystème Polkadot que ça, que je découvre et je trouve effectivement le système comme ça de communauté très bon. Ouais, ça marche très bien. Et en plus, du coup, c'est des communautés qui soutiennent beaucoup entre elles, comme je disais tout à l'heure. Bon, après, on a toujours des. J'ai vu dans le chat là déjà des gens qui posaient des questions il y a 2-3 jours sur les
Il y a des fights un peu connus entre des parachains, entre des projets et tout. Mais globalement, c'est quand même assez sain. Il y a aussi les communautés un peu hardcore Kusama, hardcore Polkadot, mais globalement, c'est quand même vachement, ouais, je trouve plus sain et plus fidèle comme communauté que ce qu'on a ailleurs parce que c'est des gens qui ont des tokens bloqués sur 2 ans. En fait, rien que pour ça, ils ont envie de rester. Bien sûr, bien sûr. On est sur du long terme, on n'est pas sur des gens qui pensent à faire un bénéfice en 2 mois. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un truc qui sera important aussi quand je présenterai Exosama après parce que c'est quelque chose qu'on ressent dans les projets NFT et les tokens, c'est que c'est pas trop la même mentalité de flip et tout. C'est pas quelque chose qu'on en a autant qu'ailleurs. Ok, pour les crowds, là, j'avais fait une petite slide juste pour vous dire un peu comment utiliser, entre guillemets, pour les gens qui veulent juste l'utiliser comme une blockchain classique. En général, tout ce qu'on fait sur Kusama, ça passe à 95% par Moonriver. Tous les tokens, tous les NFT, ce sera sur Moonriver. Ça va sur MetaMask comme une blockchain classique, vous paramétrez le truc et vous mettez vos toilettes et c'est tout bon. Et côté Polkadot, c'est souvent Moonbeam. Et après, en général, pour les autres parachains, c'est des utilités très spécifiques où on y va que de temps en temps. Typiquement, sur Akala, on y va pour gérer son DEX, son stacking, son farming. C'est rare qu'on aille faire autre chose. Donc voilà, si quelqu'un veut tenter l'expérience, mettre le wallet et tout ça. Autant l'interface Polkadot et Kusama, elle est très spécifique avec des wallets à part, c'est un peu compliqué. Autant quand vous prenez les layers 1 de Polkadot qui sont EVM compatibles, bah, finalement c'est comme ce que vous avez l'habitude de faire, c'est juste des transactions plus basses et des nouveaux écosystèmes. Mais à part ça, c'est pareil. Alors, moi, j'ai une petite question, justement, par rapport à ça. Et j'ai pas la réponse, hein, donc je compte vraiment sur toi pour me la donner. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, des standards de développement? Parce que pour, du coup, venir s'interconnecter sur un layer 0 et que tout le monde communique ensemble, pour moi, il doit y avoir des standards d'écriture du code. Et du coup, je me dis comment une blockchain qui est EVM compatible est capable de se câbler en fait sur un layer 0 qui, bah, à mon sens, pour que tout le monde puisse communiquer, bah, tout le monde doit adopter un standard, quoi. Alors, du coup, j'ai très peu de connaissances en dev. Si je ne dis pas de bêtises, tout passe par Substrate. Et ils ont tous plus ou moins le même langage, en effet. Je ne saurais pas te répondre honnêtement, je vais dire des bêtises si je rentre dans le détail. Mais Ouais, toutes les parachains sont pas EVM compatibles par contre. Je crois que c'est vraiment Moonriver qui a eu cet objectif-là dès le début d'être la parachain qui va permettre de relier à Ethereum justement. Et toutes les autres pourront en profiter par la suite. Je te laisse compléter. Malheureusement, quand j'ai travaillé sur Polkadot, j'ai été obligé de m'interrompre pour passer sur d'autres activités, donc je pourrais pas rentrer dans le détail technique de comment ça se passe. Mais effectivement, tu l'as dit, c'est Substrate qui est utilisé pour développer à la base sur Polkadot. Et tu l'as dit aussi, c'est certaines parachains qui se sont spécialisées pour justement pouvoir faire des ponts. On va reparler de bridge, mais pour pouvoir faire des ponts vers des systèmes EVM compatibles. Donc le premier, le plus connu, c'est Moonbeam. Et après, on a des petites choses aussi comme Astar, qui a une partie EVM compatible. Ils envisagent aussi, je crois que pour Astar, de faire du WASM compatible. Donc voilà, après ils se sont spécialisés, ils ont développé aussi, je crois, des palettes. Les palettes peuvent être, en fait, c'est des biens communs qui peuvent être réutilisés par les autres parachains. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de bienveillance entre les projets eux-mêmes, parce que parfois il y a des choses développées dans le cadre d'une parachain qui peut être utile à l'écosystème, et donc ça c'est mis à disposition. C'est standardisé pour que les autres puissent l'utiliser. Ouais. Ok, bah, du coup, merci pour les précisions. Et précision, du coup, entre Moonriver et Ethereum, c'est vraiment un bridge pour le coup, et c'est pour ça que dans l'idéal, Polkadot, il adorerait que toutes les grosses blockchains du moment viennent s'intégrer directement dessus pour qu'il n'y ait plus besoin d'avoir des bridges externes. Parce que le bridge Ethereum Moonriver, en tout cas, s'est fait hacker plusieurs fois. Enfin, Nomad, en tout cas, qui est le plus gros bridge qui a été utilisé, s'est fait hacker, je crois, 300 millions récemment. Et ça a mis un gros coup sur tout l'écosystème parce que du coup, tous les tokens ont top, etc., vu que les stablecoins ont pris un coup. Donc, si il n'y a pas assez de blockchains dans l'écosystème et qu'on a encore besoin d'aller interagir sur du Ethereum, sur des trucs comme ça, on revient sur les enjeux d'avant avec les bridges et tout ça, ce qui est dommage. Voilà. J'ai fini, moi, côté Polkadot. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à Exosama, Moonsama et tout ça? Moi, du coup, j'ai une question un peu philosophique sur le dernier point que tu viens d'aborder. Ouais. Donc, effectivement, c'est très juste. Polkadot, du coup, a pris cher à cause des problèmes de bridge qu'il y a eu.
Donc bridge au sens, comme on l'a expliqué au début de l'AMA, c'est-à-dire que bah voilà, on crée des tokens d'un côté, on les burn quand ils repartent de l'autre côté. Est-ce que vous pensez réellement réussir à, enfin, ouais, je m'adresse, c'est un peu large quand je dis vous, mais du coup, à ton avis, plutôt, est-ce que Polkadot a vraiment une chance de développer de la valeur sur sa blockchain du coup, en se passant de bridge, parce que bah, ça met un gros point de défaillance technique et de risque qui va peser sur elle. Mais comment faire sans Ether et Bitcoin, qui sont clairement les deux valeurs qui alimentent toutes les blockchains de nos jours? Ouais. Bon, évidemment, j'ai pas la réponse et je fais pas partie des équipes Polkadot non plus, donc je peux pas me prononcer pour elle. La stratégie que j'ai cru comprendre la semaine dernière qui avait l'air commune à un peu tous les projets, c'est on développe une technologie qui est vraiment irréprochable sur Polkadot. On transfère cette technologie sur Ethereum pour montrer qu'on sait faire et on ramène les communautés sur Polkadot après. Typiquement, je sais pas, Subsquid, ils ont construit un indexeur qui est vraiment très efficace a priori et ils se lancent sur Ethereum la semaine prochaine. Les projets NFT, enfin typiquement Exosama, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont construit une marketplace sur Polkadot. Ils veulent ramener du monde. Ils lancent un projet NFT de l'autre côté. Et il y a besoin d'aller sur le blockchain pour pouvoir interagir sur tous les aspects du jeu, des trucs comme ça. Et ils ramènent des communautés comme ça. Et après, ils leur montrent que c'est mieux, ça coûte moins cher et c'est plus scalable et tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, Polkadot, c'est quand même l'écosystème qui est en général le plus adopté par les développeurs et où il y a le plus de développement, d'applications, de technologies et tout ça. Est-ce que ça va suffire à faire l'adoption sur le plan les investisseurs, quoi, et les gens qui amènent de l'argent, c'est dur à dire et c'est sûr que ça passera au moins par se montrer sur Ethereum, sur Solana, faire venir les gens après ou faire des bridges. Enfin, on pourra pas je pense pas qu'on puisse y échapper. Et c'est un avis très perso. Ok, ben écoute, merci bien de nous avoir, de nous avoir exprimé ton avis. C'est toujours intéressant parce que ouais, effectivement, moi c'est un point qui me fait m'interroger en fait justement sur le développement. Et donc selon toi, si je résume bien, c'est plus sur la partie use case qui vont s'axer plutôt que sur la valeur pécuniaire des deux mastodontes qui drivent le marché, quoi. Ouais, et on a aussi sur Polkadot beaucoup de projets qui ont même pas l'ambition d'avoir l'adoption des retail et qui veulent juste. Enfin, je pense à Kit là parce que c'est le plus obvious. Kit, ils ont déjà des partenariats avec plein de banques partout dans le monde. Et eux, ils en ont pas grand chose à faire que le retail utilise. Ce qu'ils veulent, c'est que les entreprises B2B, elles l'utilisent, leur tech. Et après, leur token, au final, ils peuvent, ils peuvent pas. C'est pas très important pour eux, quoi. Ils ont leur tech sur Polkadot, ça suffit. Et l'entreprise, elle s'en fiche que la blockchain, ce soit Polkadot ou Ethereum. Pour eux, ils veulent juste que la tech, elle tourne. Et on a pas mal de projets qui ont l'air d'aller dans ce sens. Par contre, pour la question de est-ce que tout le monde ira, ça, c'est autre chose, c'est sûr. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut compléter ou un autre avis que moi ou avant qu'on passe à la suite. Après, pour Bitcoin, il y a une parachain qui est spécialisée justement pour rapatrier du Bitcoin et avoir un équivalent d'un VRAD Bitcoin, d'un REN Bitcoin, mais sur Polkadot. Donc ça, c'est Interlay qui fait ça, où les Bitcoins vont être bloqués dans des vaults, entièrement gérés par une blockchain dédiée, voilà, pour avoir des équivalents côté Polkadot, comme on l'a sur Ethereum, par exemple, avec le VRAD BTC ou le REN BTC. Cool. Je savais pas. Très cool. Et si vous regardez sur des applications EVM compatibles, type Curve Finance ou My Finance aussi, enfin il y a quelques applications de DeFi où maintenant on peut aller utiliser directement des assets de Moonbeam, qui est un EVM compatible. Donc c'est ça aussi l'intérêt des blockchains EVM compatibles sur Polkadot, c'est que en fait on peut faire de l'EVM en étant aussi sur Polkadot, sur la blockchain Moonbeam. Ok. Excellent, merci de ces précisions. Trop bien. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Polkadot ou pas? C'est quand qu'il faut acheter, c'est quand qu'il faut vendre. Je déconne. Très belle question. N'hésitez pas à envoyer un DM à Cryptomas qui vous répondra, je pense. Ouais.
J'ai l'habitude. Je vais commencer à envoyer des calls sur Polkadot. Top. Non, mais pour le coup, là, on est redescendu quand même bien bas, hein, sans parler Oui, je pensais de pas faut acheter ou aussi, là, faut pas acheter. j'étais pas prêt. Sans parler de faut acheter ou faut pas acheter, on est quand même redescendu à des niveaux qui sont très très bas sur Polkadot, où effectivement, pour ceux qui s'intéressent réellement à l'écosystème, ça peut être pour le coup intéressant de commencer à DCA sur Polkadot. On est quand même sur des niveaux qui sont plus Ouais. ou moins intéressants. Après, bon, je donne un avis qui est évidemment pas un conseil en investissement et tout ça, mais pour moi, le fait que du coup, chaque ronde d'enchères risque d'aller sur des prix plus faibles en termes de dot dans 2 ans, parce qu'il y aura moins de compétition sur les parachains qui seront déjà lancés, plus le fait qu'il y a une inflation infinie sur dot, enfin, je crois que c'est capé à 10% par an, mais il y a un nombre de tokens infini, tout ça, fait que je sais pas si vous voulez investir sur l'écosystème Polkadot, il faut pas mieux investir sur les parachains qui sont en dessous que directement sur dot. Après, dans tous les cas, enfin, les tokens, ils pumpent sur une narrative aussi, et même s'il n'y a pas de tokenomics designé pour que ça pump, ça peut quand même pumper et tout ça, mais je fais quand même attention. Plus comment c'est designé, je suis pas convaincu que sur 30 ans, ça prenne de la valeur naturellement, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est une bonne remarque que tu fais. C'est une bonne remarque que tu fais. Effectivement, oui, si tu as plein de projets au sein de l'écosystème qui commencent à pump, par la force des choses, je pense que le DOT, il risque de suivre un petit peu. Après, est-ce que c'est vraiment une monnaie qu'il faut acheter? Je sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on est sur des niveaux qui sont les niveaux de janvier 2021. Ouais, ouais. Et on n'a pas parlé, enfin, je pensais pas rentrer autant dans le détail, mais on n'a pas parlé des équipes et tout, mais d'autres, c'est quand même des mecs très compétents. Gavin Wood, derrière, c'était un mec qui était avec Vitalik dès le début sur Ethereum et qui a quitté le projet très très vite parce qu'il s'est dit qu'il y aura un problème de scalabilité, justement. Donc, c'est pas des rigolos non plus et enfin, c'est top tier. Je crois que c'est, alors je sais plus, la dernière fois que j'avais regardé, c'était, je crois, la deuxième crypto la plus possédée par les VC après Ethereum et Bitcoin, par les fonds d'investissement. Donc, je sais pas si aujourd'hui c'est deuxième, premier ou troisième, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est quand même vachement institutionnalisé avec des gros noms derrière et c'est pas hyper risqué, quoi. Voilà. Merci, Moi, merci pour cette presse. j'ai la petite question chiante. Go. Elle vient d'arriver comme ça. Est-ce que, étant donné que Polkadot est arrivé après Cosmos, c'est grosso modo, on va dire les deux mêmes projets. Pardon pour les puristes de chaque côté, je vais me faire engueuler, mais on va dire que c'est à peu près le même objectif. Objectif, ouais. Polkadot a eu la chance d'avoir une levée de fonds, mais genre méga hyper importante. Je veux dire, quand tu viens d'être listé et que tu es dans le top 10 pratiquement market cap, enfin, je sais plus, je crois qu'ils étaient peut-être pas dans le top 10, mais ils étaient dans le top 20 sûr. Ouais, ils sont arrivés de nulle part en tout cas. Alors qu'on connaissait la grille par cœur, on les a vus surgir de nulle part. Effectivement, je vois que j'ai pas été le seul à être marqué par surpris. Ouais. Et du coup, ne pourrait-on pas se dire qu'il y ait des chances quand même que Atom vienne flipper l'écosystème, tout du moins d'un point de vue market cap, viennent flipper Polkadot, étant donné qu'ils ont quand même un petit peu d'avance sur le développement, ils sont sortis depuis un petit bout de temps, ils ont forcément voilà, ils ont eu un peu plus d'expérience, ils ont eu un peu plus le temps de se développer, et on sait qu'en général les premiers qui commencent à délivrer sont les premiers récompensés, quoi. Ouais. Bon, là, du coup, enfin, j'ai un avis hyper subjectif, évidemment. Je connais beaucoup moins Atom que Polkadot. Pour moi, Atom a une meilleure, comment dire, les communautés ont, je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai l'impression, je sais pas si le mot narratif c'est le bon mot, mais j'ai l'impression que les gens ont plus compris ce que Atom peut faire que ce que Polkadot peut faire, alors que c'est plus ou moins la même chose. Et du coup, ça aurait plus tendance à pouvoir pump et flipper le truc. Par contre, de mon point de vue, Polkadot, c'est quand même quelque chose qui est en développement depuis en gros 5 ans. Même si le token il est là que depuis moins longtemps que ça. Et pour moi, enfin de ce que je sais d'Atom, mais encore une fois, j'imagine qu'il y a des mecs qui vont me dire je dis n'importe quoi. L'adoption qui a été faite par, enfin les projets, les techs qui ont été développés côté Polkadot, pour moi, sont plus importantes. Après, est-ce que ces projets-là vont pas juste se décaler sur Atom après aussi un jour? Enfin, je sais si quelqu'un a un avis. Et si Après, quelqu'un le peut market cap, le market cap, c'est subjectif dans ce cas-là, parce que comme tu disais tout à l'heure, Polkadot, c'est pas enfin, si t'as des gens qui investissent dans l'écosystème Polkadot, ils vont pas nécessairement aller investir sur du DOT. Donc, faudrait peut-être prendre en compte
tous les tokens de l'écosystème Polkadot pour avoir en fin de compte la capitalisation de tout l'écosystème. Et je pense qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'il se fasse flipper, non pas parce que les autres vont prendre de l'avance, mais parce qu'effectivement, si tout le monde investit sur différents tokens, parce qu'à chaque fois qu'il y a une parachain, voilà, à chaque fois qu'il y a un projet, il y a un token, etc. C'est vrai que il y a de fortes chances que le Polkadot finisse par se faire doubler au market cap. Ça ne voudra pas forcément dire que l'écosystème est mort, mais tout bonnement, il y a tellement d'œufs dans plein de paniers que c'est difficile faudrait tout regrouper pour avoir une idée. Honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment des projets où il faut vraiment différencier le potentiel d'investissement du potentiel de la technologie. Et pas sûr que même s'il se fasse flipper, ça veut dire que c'est moins bien, quoi. Enfin, C'est ça, c'est un point que je défends tout à fait. Sinon, juste pour préciser, Matt, sur Atom, en fait, c'est exactement le même principe. Chaque blockchain, chaque projet en fait qui est construit sur Atom Cosmos a son propre token. Son propre token aussi. Oui, donc faudrait aller peser faudrait peser l'ensemble de l'écosystème pour avoir un vrai aperçu de qui est devant qui en fin de compte. Ouais, tout à fait. Ok. Est-ce qu'on est bon? On a encore une question là. Tant qu'on y est. C'est hyper intéressant, en tout cas. Oui. Je pense qu'on peut passer sur Exosama. On envoie sur les NFT. Ok, go. Bon, vous allez voir, c'est bien parce qu'on du coup on allait dans le détail, je vais pouvoir, vous allez mieux comprendre certains trucs. Et avant de vous parler d'Exosama, je dois vous expliquer un peu comment le projet est né pour que vous compreniez les enjeux qu'il y a, les dynamiques dans la communauté et tout, parce que ça explique aussi qu'on soit capable d'avoir aujourd'hui des floor price aussi élevés et tout ça. En gros, la communauté qui est derrière Exosama, c'est du coup Exosama et Moonsama, c'est le même projet. C'est la communauté qui est derrière ce qu'on appelle les bug hunters. C'est des mecs qui sont là depuis 4-5 ans. En gros, des communautés qui est l'idée par du coup le Twitter que j'ai mis là, la Tony Pipa, qui est le plus gros influenceur Polkadot, en gros, pour faire simple, en gros surtout. Et ces gens-là, ils investissaient sur 1-2 tokens par an, pas beaucoup, sur du très long terme. Et ils ont fait en fait énormément de très bons calls d'affilée. Ils ont fait genre Ocean Protocol, après ils ont fait Polkadot, Kusama qui s'est fait airdrop par-dessus, Moonriver. En gros, ils sont tous multimillionnaires. Ils sont genre 2000, ils sont hyper soudés depuis 3-4 ans. Et ils arrivent sur Moonriver. Ils ont fait les colonnes Moonriver, ils ont refait un x20 sur 10 millions. Ils sont tous contents, ils se disent bah, là on va se marrer, on va créer les premières NFT sur Moonriver. C'est comme ça que Moussama s'est né. Moussama s'est né en 2 jours. En 2 jours, Donny il a juste dit je cherche quelqu'un pour me créer le projet. Il a recruté le lead blockchain développeur de Energy Web Token que vous connaissez sûrement, qui est le token le plus réputé en énergie en crypto, qui est utilisé par toutes les grosses boîtes d'énergie dans le monde, type LG, etc. Et il a recruté un designer et ils ont fait des trucs pixelisés comme ça, un peu dégueulasses en 2 jours, et ils ont lancé les premières NFT Moonriver. Bon, le floor price, c'était genre $300 au début, mais le but, c'était pas du tout de lever des fonds. Enfin, ils s'en foutent en fait de $300. Vraiment, c'est vraiment pas des gens qui sont là pour si peu d'argent, entre guillemets, c'est un peu triste à dire, mais ils sont vraiment, vraiment riches. Le prix du NFT monte un peu, ils se rendent compte que c'est fun, mais qu'ils aimeraient faire un peu plus. Et ils commencent à se dire, OK, on va intégrer le NFT à Minecraft. Et au bout d'un mois, on a un NFT qui passe par un bridge qui permet de jouer à Minecraft. Ça, c'est le tout début de Moonsama et l'écosystème. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a une communauté qui est soudée, qui a beaucoup d'argent et qui est habituée à déjà faire confiance en Donny, qui est le CEO du projet, et garder des tokens malgré des x10, des x100 pour les vendre sur des multiples vraiment très très hauts. C'est une mise en contexte qui, je pense, est importante. Ensuite, vous allez voir, c'est un peu le bordel. Je vous ai mis le truc de l'écosystème de Moonsama aujourd'hui. En partant de Minecraft, ils ont développé plein de trucs. C'est un écosystème global. De base, ils sont partis de Minecraft où on gagnait des ressources. Ça permettait de créer des armes, d'être plus fort dans Minecraft, d'avoir des buffs, des skins, etc. À partir de là, du coup, ils ont fait tous les assets qu'on voit en bas à gauche. Donc, typiquement Iron, Gold, Wood, etc. C'est des choses qu'on gagnait dans Minecraft qu'on pouvait utiliser. Et les offense, c'était des choses qu'on pouvait équiper sur son personnage dans Minecraft pour avoir des buffs ou des use cases dans le jeu. Ça, c'était la première utilité de Moonsama. Derrière, ils ont commencé à développer les métaverses en commençant à construire plusieurs jeux. Ils ont construit un FPS qu'ils ont mis en pause. Ils ont construit un jeu qui s'appelle Ponsama, qui est un peu comme Teamfight Tactics, si vous connaissez, un auto-battler. Ils ont
créé des technologies qui sont assez innovantes pour l'écosystème Polkadot, notamment la plus grosse, on va en parler juste après, c'est ce qu'on appelle le Multiverse Bridge. C'est un bridge qui permet de relier du coup la Web 2 et la Web 3, c'est-à-dire que vous mettez vos NFT dans le bridge et ça peut être lié directement à un compte Minecraft Microsoft ou à un email ou à un compte Twitter, par exemple. Ça, c'était le début. Et après, je vais vous montrer sur la slide d'après, du coup, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui de gros. Il y a Moonsama, du coup, aujourd'hui, ça vaut 4, bon, je crois que c'est descendu un peu, on va dire 70 000 $, le floor price d'un Moonsama, il y en a 1000. C'est la plus grosse connexion NFT sur Moonriver. C'est la deuxième plus grosse connexion NFT en market cap si on enlève Ethereum. En gros, il y a des God Moonsama si on enlève Ethereum. Ponsama, c'est le jeu, du coup, je vous ai dit Teamfight Tactics. C'est le jeu avec des poissons, c'est le jeu le plus joué de tout l'écosystème Polkadot en termes d'utilisateurs uniques et de temps de jeu par semaine. Raresama, c'est la première marque, enfin, la plus grosse marketplace de Polkadot en termes de volume. Gromlin, c'est une nouvelle collection NFT qu'ils ont fait après, qui est la collection NFT la plus valorisée de Polkadot. Poop, c'est leur token de gouvernance. Je vais un peu vite pour vous montrer juste à quel point ils ont fait énormément de choses différentes qui fonctionnent, hein, c'est pas pour vous envoyer. Poop, c'est le token de gouvernance de Raresama et du coup d'un peu tout Moonsama. C'est un token qui est valorisé aujourd'hui, je crois, à 35 millions de market cap, qui est du coup, en gros, le token le plus valorisé de Polkadot en dehors des parachains. Et aujourd'hui, il lance Exosama sur Ethereum. Donc, je vous dis tout ça pour vous montrer qu'en fait, il s'éparpille un peu dans tous les sens, et souvent, c'est ce qu'on reproche à ce projet, c'est que on ne sait pas vraiment vers où ils vont. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils disent Multiverse Bridge, ils veulent mettre en avant plein de nouvelles technologies, ils veulent montrer qu'ils sont capables d'utiliser Polkadot pour aller intégrer plein de partenaires. Si je reviens sur la slide d'avant, je ne sais pas si vous voyez les partenaires à droite. Ils travaillent avec Moonbeam, bon, évidemment, pour Moonbeam Moonriver pour avoir les blockchains. Public Pressure, c'est une compagnie qui est créée financée par Francesca Versati, qui en gros a pour ambition de devenir le Spotify de la crypto, avec plein de DJ qui sont déjà signés, etc. Donc ça, c'est pour le côté musique NFT. Peel Protocol, c'est pour le côté identité, où ça permet par exemple de, à travers un wallet, valider que vous êtes propriétaire d'un compte Twitter ou d'une adresse email. SoftSwitch, c'est un indexeur, enfin bref, vous voyez, il y a des DEX et tout ça. Il y a plein de partenariats, donc c'est vraiment un écosystème qui s'est créé autour de Moonsama et qui est très réputé dans tout Polkadot. Ils arrivent du coup avec tous ces succès qui sont quand même assez gros pour quelque chose qui est, comme on disait sur Polkadot, assez nouveau avec peu de valorisation. Enfin, c'est assez cool d'avoir une collection aussi bien valorisée sur un écosystème qui n'est pas Ethereum ou Solana, sur une blockchain qui n'est pas Ethereum ou Solana. Et ils se disent, bon, bah, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'aller sur Ethereum pour rencontrer le vrai gros marché et montrer ce qu'on sait faire. Donc c'est pour ça qu'ils lancent Exosama au départ. Exosama, ça lance normalement dans un quart d'heure. Je pense qu'ils auront un peu de retard parce qu'ils sont galères avec OpenSea là. Mais ça lance aujourd'hui. Moonsama, ça a été créé il y a un an pile, donc c'est l'anniversaire de Moonsama. Et Exosama, c'est quelque chose sur quoi ils travaillent depuis février, le 2 février, je crois. Donc ça fait 8 mois que les designs sont en train d'être faits, que tout est peaufiné pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est du coup l'écosystème global. Qu'est-ce qui a de particulier dans cet écosystème global? Il y a deux technologies en principales. Je vous les montre juste après. Là, je vous montre juste des photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Rarsama, c'est en haut à gauche, c'est la marketplace. Les Gremlins, du coup, c'est la collection de NFT sur Polkadot. En haut à droite, c'est Exosama. En bas à droite, c'est le jeu avec les poissons. Donc, vous avez des poissons avec des sorts, des stats, et vous faites une équipe de 5 et ils se battent contre d'autres joueurs. C'est aussi un métaverse en bas à droite, c'est-à-dire que vous avez tous vos NFT qui peuvent être reliés, affichés, etc. Et en bas à gauche, c'est les Moonsama avec leur version qui a été redesignée, du coup, quand il y avait un peu plus de fonds derrière. Voilà. En sachant que tout ça, ça a été développé sur fonds propres de Donny, qui est assez riche quand même, on va pas se mentir. Et il n'y a jamais eu de levée de fonds auprès de la communauté, à part les $300 pris sur 500 Moonsama au début, mais ça représente rien par rapport à ce qui a été utilisé. Et aujourd'hui, c'est un écosystème qui produit de la valeur tout seul parce qu'il y a des frais sur les marketplaces et il y a des fees sur les collections, tout simplement. Donc, la première tech qui permet de faire tout ça, c'est ce qu'ils appellent le Moonsama Multiverse Bridge. En gros, ça ressemble à peu près ça pour comprendre, c'est vous avez votre NFT, vous mettez dans le bridge, ça vous permet de, par exemple, accéder à un serveur Minecraft, vous jouez à Minecraft, vous gagnez des ressources, ça vous permet de générer ces ressources comme des tokens sur la blockchain. Donc vous avez vraiment un token qui va s'appeler Alpha Gold, par exemple, pour le token en haut à gauche là. Ce token-là, vous pouvez l'utiliser sur la blockchain pour recrafter, je sais pas, une épée qui est tout en bas, vous la remettez dans Minecraft. Et donc on n'est pas trop sur une mécanique de play to earn, on est sur ce qu'ils appellent un play to craft. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes encouragé à toujours rester dans l'écosystème et aller vers les nouveautés qui sortent tout le temps. Ce qui fait que, au lieu d'avoir un token liquide qui se casse la gueule très très vite sur un play to earn, on a quelque chose qui est pas spécialement liquide sur les ressources, mais on joue pas forcément pour vendre les ressources et qui est beaucoup plus durable parce qu'en fait, on peut toujours ajouter un item, on peut toujours ajouter une nouveauté sur l'écosystème. Donc voilà, après à droite, je vous ai déjà un peu parlé de tout ça. La dernière nouveauté qui n'est pas sortie, c'est Battle for Nova en bas.
c'est le jeu de cartes qui sortira normalement dans environ 1 an. En sachant que du coup, toutes les collections NFT sont reliées au même écosystème, elles jouent toutes au même jeu, elles permettent toutes de gagner plus ou moins les mêmes choses, elles ont toutes un peu des particularités après petit à petit. Je vous balance plein de trucs, on va répondre aux questions évidemment après, mais c'est pour vous montrer un peu l'ampleur de l'écosystème. Maintenant, on va pouvoir se focus sur Exosama. Je vous montre juste 2-3 applications sur Up. On va aller faire une parole, sinon on va pas y arriver. Du Multiverse Bridge, du coup, on a le jeu des poissons. On a les ressources qui permettent d'ouvrir en bas à droite, je sais pas si vous voyez bien les vidéos, typiquement des boîtes sur la blockchain sur lesquelles vous avez généré des NFT que vous remettez dans le bridge qui vous permet de jouer au jeu des poissons. Et aussi le fait d'avoir un bridge comme ça multivers, ça permet de locker les NFT des joueurs dans le bridge. Et c'est intéressant pour des raisons de sécurité parce qu'en fait, si on est sur des jeux, on a des joueurs qui trichent. Et c'est intéressant d'avoir des NFT qui sont lock parce que ça permet de punir les joueurs qui trichent. Et donc là, typiquement, cette vidéo, c'est la vidéo d'un joueur qui a triché sur Minecraft. Et dans ces cas-là, on a une gouvernance. Donc tous ceux qui ont un NFT, ils peuvent voter. Et là, ils ont décidé de brûler le NFT du mec parce que ça faisait plusieurs semaines qu'il trichait. Et du coup, ils ont fait une petite célébration où ils l'ont pendu pendant Minecraft et ils ont lancé des tomates, quoi. Mais c'est pour vous montrer un peu le. Vous voyez, il y a 200 personnes qui sont présentes sur une animation d'un mec qui se fait pendre. C'est une grosse communauté et c'est un bridge qui permet de mettre des niveaux de sécurité comme ça et des niveaux de complexité qui sont en fait pas du tout encore. Comment dire on peut aller bien plus loin, quoi. Pour l'instant, c'est Minecraft. Leur but, c'est pas du tout de faire Minecraft, c'est vraiment que ce soit fonctionnel partout, que ce soit intégrable partout. Typiquement, Ponsama, c'est intégrable sur Telegram. Ça veut dire que tu peux jouer avec ton compte crypto depuis Telegram à Ponsama. Et tu auras juste du coup les logs du jeu. Mais c'est quand même assez fou qu'ils aient réussi à relier ça juste sur un petit truc, quoi. Voilà pour les exemples multiverses. Et l'autre, on va dire, grande nouveauté qu'ils essayent d'apporter en technologie pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les NFT composables ou les NFT 2.0. C'est quelque chose que Remark aussi essaye d'apporter sur Polkadot, donc c'est pas les seuls à essayer de le faire. Le concept, c'est simple, c'est votre NFT, il peut être composé de plein d'NFT, donc vous avez votre NFT principal qui est ici Moonsama, mais Exosama, ça va être pareil. Et vous avez à côté l'offhand, donc ce qu'il met dans sa main gauche, l'épée qu'il met dans sa main droite, le background qui est un NFT aussi, etc. C'est intéressant pour 2 raisons, parce que déjà parce que ça permet de composer, mais en plus parce qu'avec le Multiverse Bridge, ça permet d'avoir des NFT qui sont composables à travers plusieurs blockchains. Pourquoi c'est intéressant? Surtout pour les frais de transaction. Là, typiquement, on a le NFT principal qui va être Exosama, qui va sortir sur Ethereum. Donc aujourd'hui, il est sur Ethereum et vous pouvez, en le mettant dans le bridge, aller sur Moonriver, sur Moonpig, payer des frais de transaction qui sont moins d'un centime et combiner avec le background que vous voulez, les habits que vous voulez, que vous avez de l'autre côté, les chapeaux, enfin tous les accessoires que vous voulez, peu importe. Et tout apparaîtra sur OpenSea directement. Juste pour l'instant, ça apparaît comme ça sur OpenSea. De ce que j'ai compris, pour l'instant, si vous vendez sur OpenSea un NFT qui est comme ça vend que le NFT principal Ethereum. Et a priori, il y aura une tech à travers le bridge plus tard qui permettra de tout vendre d'un coup, mais pour l'instant, c'est que Ethereum. Pour préciser quand même la petite faille, on va dire, de la tech. Mais c'est quand même assez stylé parce que ça veut dire que vous avez des NFT qui sont personnalisables à l'infini directement sur une marketplace qui est sur une blockchain différente. Et voilà. Et bon, c'est quelque chose qui est possible tout simplement parce que ils avaient un budget assez. Enfin, Donny a déjà une influence énorme dans Polkadot, donc il a pu recruter des talents assez vite. Il a énormément de moyens aussi au début. Et du coup, il a pu recruter simplement juste des mecs, des équipes assez forts et réputés. Et typiquement, on va recruter le lead blockchain développeur de Energy Vault Token, c'est un coup assez fort le premier jour d'un projet. Et leur dessinateur, c'est le mec qui a fait tous les designs enfin tous les designs, qui était, comment dire, on appelle ça, directeur artistique de Magic the Gathering, le jeu de cartes. Le designer de jeu de Ponsama, il bossait pour League of Legends. Enfin bref, voilà, c'est que des trucs comme ça. Ils prennent que des mecs très expérimentés qui savent ce qu'ils font et du coup, ça permet d'avancer très très vite. Voilà un peu pour la présentation globale. Je vous mets un truc avec plein de points dégueulasses, mais je sais pas si j'ai envie de les évoquer dessus. Je préférerais peut-être répondre à vos questions avant de passer sur c'est quoi les points qui font que peut-être ça peut être des green flags ou des red flags sur chaque petite partie. Je sais pas si déjà on a des questions ou des trucs. Déjà, je trouve ça passionnant ce que tu viens de nous dire, parce que ce que développe, tout l'écosystème dont tu parles, c'est vraiment incroyable. Je connaissais pas, donc là je découvre du coup, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Ouais, je sais que c'est un peu dur de tout découvrir en même temps parce qu'il y a beaucoup et je vous montre qu'il y a beaucoup en vous montrant qu'à chaque fois ils ont réussi parce que souvent on se dit il y a beaucoup et du coup ils vont pas y arriver et en vrai écoute, tu l'as super bien expliqué. Enfin, pour ma part, je trouve que tu l'as extrêmement bien expliqué. C'était pas évident parce que t'as très bien enchaîné, même si des fois, comme tu dis, t'étais un peu rapide, c'est parce qu'il y avait plein de trucs à dire. Mais bravo,
Moi, en tout cas, tu m'as donné envie. Top. J'ai Alors, une... Thomas, je vais essayer de lire ta question, c'est un poil. Hop. Alors moi j'ai une question existentielle, parce que depuis le Allons-y. temps qu'on parle des histoires de bridge, de NFT, etc. Pour moi un NFT c'est un smart contract, c'est un bout de code qui est sur une blockchain. Alors je veux bien entrevoir que sur un système de layer 0 tu puisses les faire transiter d'une blockchain à une autre, et encore j'ai du mal à comprendre du coup comment tu fais pour interagir avec un contrat qui ne se trouve pas sur ta propre blockchain. Parce que par exemple, si tu veux transférer ou vendre ton NFT, tu l'as créé sur sur Ethereum, t'envoies ça sur une des blockchains de Polkadot, que tu veux le vendre sur cette blockchain-là, encapsuler une image dans un autre contrat, ça pour moi techniquement c'est jouable. Mais pour moi, un NFT, c'est une composante qui est le contenant et le contenu. Pour moi, si tu brises ce truc-là, le NFT, à mes yeux en tout cas, n'a plus de valeur. Donc, beaucoup de personnes se concentreront uniquement sur le contenu, c'est-à-dire qu'ils verront toujours le même JPEG d'une blockchain à une autre, et pour eux, ils seront satisfaits. Moi, si je vois le numéro de contrat qui est attaché à mon JPEG qui a bougé, c'est mort, il n'a plus la même valeur. Et ça veut dire qu'il est bloqué quelque part, que son contenu IPFS, il y a quelqu'un, grosso modo, qui se l'est approprié pour le caler dans un de ses contrats. Bref, là, il faut vraiment m'éclairer techniquement sur ces histoires de bridge NFT. Ok, bon, je vais encore me chercher sur le point technique et pas me former. Je vais essayer de te répondre. Donc déjà, la plupart de ce que je comprends, le bridge, il sert comme un mécanisme de stacking où tu peux stacker depuis plusieurs blockchains. Et donc en fait, si tu veux, sur le bridge, tu as tes vrais NFT, et après, il génère un truc, du coup, qui renvoie, par exemple, dans les jeux où il va pouvoir tout lier à la fois. Il modifie pas directement le NFT, parce que dès que tu vas unbridge tes trucs, tu vas récupérer tous les NFT originaux séparément. Et si tu décides de vendre ton NFT avec plusieurs composants, tu vends en fait les 3 composants individuels en même temps. C'est comme si tu faisais un package, mais tu pourras toujours les déconstruire par la suite. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Et après, la plupart des choses qui sont peut-être vues comme des NFT parfois, mais qui ne le sont pas tout le temps, parce que là, des fois, c'est des tokens, et c'est pas des NFT. Par exemple, toutes les ressources Minecraft, les trucs comme ça, c'est pas des NFT. Les Offen, souvent, c'est des tokens aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, mais je pourrais pas aller beaucoup plus loin dans le détail de la tech. Ok, donc en fait, ouais, si je comprends bien, on reprend le système des bridges des tokens, c'est-à-dire que tu bloques tes tokens, donc là, de fait, tu vas bloquer tes NFT dans un smart contract, et au travers d'une même adresse, admettons, si tu bloques 3 NFT de 3 blockchains différentes, et là, par contre, je me pose la question de comment ils vont faire la liaison entre des blockchains qui ne sont pas EVM. Par exemple, si tu bloques un NFT Ethereum, et bon là, c'est que des blockchains qui EVM qui apparaissent, donc ça me paraît plausible. Mais admettons, tu bloques un NFT Ethereum et t'en bloques un Solana. Je me demande comment ils vont faire la relation entre les deux adresses, quoi. Bon, par exemple, ça, je sais pas. Je pense que c'est un enjeu. Je crois qu'ils n'ont pas la solution encore. Hein. C'est qu'ils y travaillent, mais que c'est encore en réflexion. Donc du coup, ouais, je comprends à peu près le principe, et bah ça sera pas pour moi. Désolé de le dire comme ça. Je comprends sur le concept du code NFT, quoi. Doc, c'est un puriste. Faut comprendre que si tu lui rajoutes une couche ou deux sur son NFT, il accepte pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux te renseigner sur les techs, du coup, tu peux regarder côté Remark parce que c'est de l'open source, RMRK, et ils sont un peu plus en avance sur ce qu'ils dévoilent en tout cas de leur tech. Donc potentiellement, tu auras plus de réponses sur ce qu'ils appellent les NFT composables et comment ça marche et tout que ce que je peux t'apporter. RMRK, ils ont effectivement une approche plus traditionnelle, plus carrée, où ils développent des technos dans le but de le proposer comme des standards. Donc ça serait pas étonnant qu'à un moment ils fassent pas des propositions, qu'il n'y ait pas des EIP basées sur leur travail, un peu ce qu'a fait Engine Affinity, qui a développé un standard en interne, un format de token en interne, avant de se dire non mais attends, si on fait un truc propriétaire, ça va pas le faire. Donc ils ont proposé un EIP et qui est devenu, si je dis pas de bêtises, le RC 1155.
Donc l'évolution de l'ERC 721 qui était le token, le contrat de base pour les NFT. Donc RMRK, ils ont cette approche de standardisation et du coup c'est un petit peu plus long. Et je crois que c'est là qu'ont démarré un peu les bisbilles entre RMRK et la team de Donny qui, eux, c'est plus des fonceurs. Bon, après, je sais pas, il y a peut-être eu des problématiques d'ego, mais en tout cas, voilà, ils sont dans cette vision-là. Et effectivement, les premières choses qu'ils envisagent, c'est des choses qui restent quand même EVM compatibles. Donc, on part pas sur des trucs exotiques comme Solana ou Elrond. Enfin, exotique par rapport à EVM, sans porter de jugement sur les... Ne corrige pas, elle est nickel cette dernière phrase. Non, je veux pas vexer les communautés, je pense qu'on a besoin de tout dans l'écosystème. Et il y a des choses sympas qui se développent un peu partout. Après, il y a des choses différentes. Voilà. Oui, non, mais enfin, juste pour préciser, hein, j'aime beaucoup troller les 2 dernières blockchains que tu as citées. Donc, c'était juste pour ça. C'est mon petit côté humoristique. Je sais, ça revient. Merci pour ces précisions en tout cas. Dis-moi, Cryptomaniac, je me pose une question qui est un peu moins technique. Pour le coup, toi, tu suis le projet, tu nous le disais depuis à peu près un an et demi. Enfin, en tout cas pour Moonsama depuis un an, parce que je crois que la collection, comme tu disais, elle a un an aujourd'hui. T'es rentré dans Moonsama à l'époque? Tu fais partie des 500 chanceux? Alors justement, je vais te faire les disclaimers comme ça tombe bien. Donc déjà, je suis ambassadeur pour le projet depuis 8 mois, donc évidemment, je suis biaisé tout ça. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une communauté Moonriver officielle à l'époque, qui était tous ceux qui avaient fait dans le crowdloan Moonriver, mais qui n'étaient pas dans le Telegram officiel. Et ils ont donné 150 Moonsama gratuits à ceux qui parlaient plus ou qui spammaient plus. C'était plutôt spammé, je pense. Et je faisais partie de cela, donc j'ai eu un Moonsama airdrop au tout début. Et j'avais un peu oublié honnêtement les 2-3 premiers mois. J'ai vu que c'était monté pas mal en valeur et quand j'ai voulu vendre, j'ai creusé et du coup j'ai vu que c'était bien, j'en ai repris. Donc je suis depuis le début et cette mécanique justement, ça revient aussi un peu sur ce que je disais sur la communauté, quoi. Le fait qu'ils aient donné leur premier Moonsama comme ça gratuitement à leur communauté, sans chercher à lever des fonds, ça montre encore qu'on est sur des mecs qui veulent construire un projet et marquer l'histoire, mais qui n'ont pas du tout besoin de faire des profits à court terme en tout cas. D'accord. Oui, c'est un projet qui est plus philanthropique. Enfin, c'est plus pour leur. Philanthropique, c'est exagéré. Mais c'est plus pour leur propre ego, j'ai envie de dire, ou leur propre. Ouais, c'est un peu Void Legacy, ce genre de truc, quoi. Ils veulent laisser une trace et ils croient beaucoup en l'écosystème Polkadot. Ils veulent démontrer aussi ce qu'on peut faire dans cet écosystème-là. Et c'est des mecs qui ont beaucoup poussé les équipes à aller plus vite. C'est aussi pour ça qu'avec Remark, justement, il y a eu des problèmes parce que ça allait pas assez vite pour le lancement de leur NFT à eux. C'est pour ça qu'ils se sont séparés de Remark avec qui ils étaient partenaires au début. Mais c'est aussi pour ça que des équipes comme Kilt, elles ont dû délivrer 2 fois plus vite pour qu'on soit capable d'avoir aujourd'hui les identifications avec Kilt sans passer par le pont de Microsoft à chaque fois, par exemple, pour jouer à Minecraft. Et ils sont quand même vachement réputés dans l'écosystème pour avoir fait vraiment avancer très très vite, ou en tout cas tenter de faire avancer très très vite les decks sur pas mal de projets. Sauf que c'est pareil, ils sont allés vachement vite à cause de, ou grâce à nous. Voilà. Et donc là, ce soir, il y a la vente qui commence d'Exosama en très limité, j'imagine. Ouais, alors je vais vous expliquer un peu. Hop, je me sais sur ça. En gros, Exosama, il y en a 10 000. Il y en a 2000 qui sont airdrop au Moonsama. C'est-à-dire qu'il y a 1000 Moonsama, chaque Moonsama a 2 Exosama gratuits. Un peu comme à l'époque, il y avait, vous savez, Moonbirds, c'est quoi la collection de base? Je sais plus, Proof officiel, je crois. Comme les Bored Ape et les mutants, par exemple. Ouais, même idée. Ok. Donc, il y a ça. Ça fait, en fait, eux, ils ont une mentalité qui est, pour les citer, fuck les VC. Et ce qu'ils appellent les David, fuck les David. En gros, les VC, bon, vous savez ce que c'est des fonds d'investissement qui souvent sur des grosses collections comme ça prennent des grosses parts et dumpent assez fort dès qu'il y a des retours sur investissement élevés. Et ce qu'ils appellent les David, c'est des gens qui vont botter les collections, qui vont farmer les waitlists et tout pour en avoir 20 sur leur compte et qui vont en fait casser un projet et empêcher de créer une vraie communauté. Pour pallier à ça et parce qu'ils avaient les moyens aussi, ça fait 6 mois qu'ils font ce qu'on appelle un pré-mint sur Exosama. C'est-à-dire que les gens qui ont des waitlists, ils peuvent un par un minter leur NFT 6 mois avant le launch, payer 6 mois avant le launch pour avoir accès à leur Exosama aujourd'hui. C'est quelque chose qui, pour moi, demande beaucoup de confiance. Enfin, je sais pas si pour vous, il y a beaucoup de projets où vous auriez accepté de minter 6 mois avant sans rien recevoir. Moi, non. Et du coup, la démarche était vraiment
s'assurer qu'on ait des holders uniques. Donc, comment ils ont fait ça? Ils ont demandé au Moonsama de recommander des gens déjà. Donc, c'était que des gens qui étaient soit recommandés, soit qui avaient été actifs dans l'écosystème, soit c'est surtout des gens de Polkadot, du coup, principalement. Et une fois qu'on avait cette première liste de personnes qui avaient du coup une whitelist potentielle, on les a tous envoyés dans un Telegram. Et là, il y avait une trentaine de personnes qui avaient pour rôle de vérifier que c'était des vraies personnes. Ça veut dire vérifier qu'ils avaient un vrai compte Twitter, qu'ils avaient interagi avec le projet depuis plusieurs semaines, qu'ils avaient un vrai compte Telegram, un vrai compte Discord. Et donc, c'est un travail qui a pris 2-3 mois et qui a permis de minter en gros 6000 Exosama en pré-mint, ce qui fait 6 millions de fonds levés du coup en dollars, que en stablecoin, 6 mois avant. Ce qui est assez fort et ce qui fait que du coup, ils se retrouvent avec seulement 2000 Exosama disponibles pour Public Mint, ce qui était prévu. Là, dernièrement, ils ont un petit souci, enfin, c'est pas vraiment un souci, c'est un problème de riche, on va dire, c'est que il y a de plus en plus de partenaires qui sont intéressés par le projet, et notamment des partenaires avec qui il y a des gros projets par la suite. Typiquement, ils sont en train de développer une blockchain et un métaverse. C'est des gens avec à qui ils devaient donner quelques Exosama. Donc, il y a des préventes d'Exosama qui sont partis sur Merit Circle, par exemple, qui est assez connu côté Ethereum, qui gère, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est 120 millions de NFT sous gestion pour du Play-to-Earn. Donc, il y a des Exosama qui ont été vendus à Merit Circle en private sale, entre guillemets, mais ils achètent au même prix que nous. Donc, c'est des VC qui achètent au même prix que nous, c'est pas très grave. Il y en a qui ont été vendus à des gens influents, type Gavin Wood, type les gens comme ça, quoi. Donc, en gros, au final, après tous les VC, ceux qui ont été vendus en privé à l'équipe et tout ça, il en restait assez peu. Et du coup, il y en a 100 pour le Public Meet ce soir. Pourquoi ils en ont mis 100? C'est parce qu'ils ont besoin de vendre 75 ETH de volume pour avoir la vérification OpenSea. Du coup, ils veulent la vérification OpenSea ce soir et comme ça faire le reveal la semaine prochaine en permettant à tout le monde sur une semaine de claim ses Exosama. Je sais pas si ça explique un peu le launch, pourquoi il y en a 100. De base, ça devait lancer à 22h. Je pense que comme tout projet, ils ont eu du délai au lancement. Surtout qu'ils connaissent pas trop OpenSea de base. Donc je sais pas si là c'est lancé, si c'est déjà en train de trader ou pas sur OpenSea. En tout cas, c'est une équipe qui a une stratégie en général de plutôt, quand ils lancent quelque chose, faire un peu le sous-marin pendant quelques jours pour laisser sortir ceux qui ne croient pas vraiment dans le projet sur des petits profils et après délivrer, après annoncer la suite. Là, Donny, il a fait une AMA il y a 4 heures de ça, où il a expliqué un peu ce qu'étaient les plans pour après. Le plus gros plan, du coup, c'est le Metaverse qui est en train d'être construit, mais qui va prendre du temps, évidemment. Et ils veulent construire une blockchain, ils ne savent pas trop si ce sera un layer 2 ou une parachain, pour pouvoir juste optimiser tout leur jeu et tout leur Metaverse au même endroit. Et donc là, l'idée, c'est que Exosama, c'est pas la fin, c'est le début, et que du coup, tous les Exosama qui vont participer à l'écosystème pendant 1 an, ils auront accès à ces tokens de blockchain après, qui a priori se valorisent beaucoup parce que c'est le genre de tokens qui sont listés sur des DEX, etc. Bon, si je comprends bien, c'est la deuxième vague, la deuxième possibilité de rentrer dans le projet sans avoir à débourser. Tu disais combien ça coûte un Moonsama aujourd'hui? Un Moonsama, alors c'était 6600 Moonriver ce matin, donc ça doit faire 72 000 $, un truc comme ça. C'est énorme, ouais. Donc C'est quand effectivement, même pas mal. bien sûr. Et du coup, c'est le énorme. but d'Exosama, c'était ça en fait. On s'est dit, on peut pas garder une communauté où il y a que 300-500 holders qui vont juste garder leur NFT pour toujours parce qu'il y en a que 3 listés, tu vois. Enfin, il y en a vraiment très peu en vente. Ouais. Et on s'est dit, il faut un truc moins cher où les gens peuvent rentrer, et donc on va faire les Osama, et c'est à ça que ça servait au départ. D'accord, donc c'est la deuxième possibilité de rentrer dans l'écosystème pour moins cher que Exactement. 70 000. C'est Un ça. petit peu comme, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, comme les mutants avec les Bored. Ouais, Et, c'est exactement la même logique. Ouais. et on est, à combien ils se mintent, là, les Exosama, ce soir, là, les 100, par exemple? C'est 1 000 $ aussi. Donc, C'est comme 1000 dollars d'accord. ouais. D'accord, ok. Et après, je sais plus, vous avez mis pas mal de trucs, je sais pas s'il y a des choses intéressantes. Ouais, pour vous donner une idée sur comment ça se passe en général dans l'écosystème sur les airdrops, typiquement, en fait, vous êtes rewardé pour rester dans l'écosystème et jouer le jeu de ce qu'on vous demande de faire. Donc, par exemple, le Mousama, on lui demande de jouer 2 heures par semaine, enfin 1 heure par semaine à Minecraft avec tout le monde le dimanche soir sur une heure qui est fixe. S'il le fait, il gagne des ressources et il est éligible à des airdrops. L'Exosama, pareil, ceux qui ont prémit, les Exosama qui ont été actifs dans les Telegram, ils ont déjà reçu ce qu'on appelle des Gremlins, les nouveaux NFT. L'Exosama qui a joué à Minecraft et qui a participé dans le Telegram, aujourd'hui, il a déjà reçu 4 000 $ d'airdrop, alors que le projet n'est pas encore lancé. Donc, c'est quand même, ça montre à quel point ces gens-là ont envie de re-rentrer dans le projet parce qu'ils ont fait tellement de bénéfices avant que ça soit lancé qu'ils ont envie de en plus, quoi. Et un Moonsama qui a joué depuis le début, il a à peu près 100-120 000 $ d'airdrop en plus de son Moonsama. Donc, c'est vraiment des
des projets qui ont explosé, qui sont très peu connus. C'est étonnant qu'on ait des projets avec autant de retours sur investissement qui ne soient pas connus, mais c'est parce que c'est Polkadot et que c'est petit, quoi. Très étonnant, très très étonnant. Après, sur des petites communes comme ça des profits aussi importants, bah les gens en vrai, ils n'ont pas forcément toujours envie d'en parler non plus. Hein. Un peu comme si tu découvres une petite mine d'or. Tu te la gardes comme un peu. On avait un peu cette sensation sur les sites Kongs aussi, sur Ether il y a un an et demi. Des mecs qui généraient des profits extraordinaires aussi, pour aller jusqu'à 120 000 euros par mois en banane pour simplement holder un Kong. Mais c'est vrai que c'était une communauté tellement petite qu'au final, à un moment, ça a fini par s'écraser parce qu'il n'y avait pas la même gestion que tu es en train de nous présenter toi un projet où les mecs, on sent qu'ils vont de l'avant et qui sortent, en fait, qui délivrent. Ils délivrent. Donc, c'est hyper, ils délivrent et ils t'incitent, en fin de compte, à rester, à te servir de ce que tu gagnes pour rester dans l'écosystème, un petit peu comme si tu joues à un jeu, en fait, et que tu gagnes des items dans un jeu qui ne serait pas un play to earn. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est qu'ils arrivent à garder les gens dans la boucle comme ça. Et qu'effectivement, avec Exosama, ça peut être une solution. Là, on a je regarde pas, hein, je te pose la question directement. Là, si on va sur OpenSea, on peut acheter un Exosama? Alors, normalement, à 22h, oui, mais honnêtement, j'ai pas vérifié avec Lama, du coup, je sais pas s'ils sont en retard ou pas, je saurais pas te dire. A priori, oui, demain, quoi. En gros. D'accord. Autrement, peut-être sur la plateforme Polkadot, je sais pas, il y a peut-être certainement un leader. Que Ethereum. Ah, c'est que sur Ethereum. Pour le moment, ils sont d'accord, Ah, ils sont sur Ethereum. Ok. Bah, le but, en fait, c'est vraiment de toucher la communauté Ethereum, et pour ça, on s'est dit, ils sont vraiment contre le paid marketing et tout ça, donc il n'y a pas eu de marketing payant, à part juste le fait que, juste les équipes qui se présentent, ça a fait un bon marketing et les conférences et tout ça, mais il n'y a pas de marketing payant. Par contre, ils se disent que quand on fera top 1 volume sur OpenSea, il y aura sûrement des gens qui vont s'intéresser à regarder, quoi. C'est un peu ça l'idée derrière. Bien sûr. Mais c'est sûr, en général comme ça que ça se passe. Ouais. Mais c'est bien, c'est une bonne stratégie, je pense. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux merci vous pour dire cette de plus ? présentation. Je sais pas, il y a vraiment une. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à vous l'expliquer, mais il y a un truc où en fait, par exemple, vous voyez, quand vous gagnez les ressources dans Minecraft, il y a des gens qui vont juste les gagner les ressources et les ont vendues. Et en fait, ces gens-là, ils sortent de l'écosystème petit à petit parce qu'ils vendent et du coup, ils n'ont pas les ressources pour faire l'étape d'après sur le projet. Typiquement, les ressources, en fait, il faut les utiliser pour crafter un poisson, par exemple. Et le fait qu'ils aient créé ce truc où on a l'habitude d'être rewardé pour les croire sans forcément savoir vers où on va, ça fait qu'il y a assez peu de FUD, il y a une grande confiance. Et des fois, on joue à Minecraft sans savoir pourquoi pendant 2 mois. Et au final, on se fait airdrop un truc qui vaut 5 000 $ et il y a personne qui s'impatiente en fait. Enfin, c'est vraiment une communauté qui est très saine, qui est très bénévole. Et c'est typiquement, on a une équipe de 30 ambassadeurs qui travaillent gratuitement, dont moi, à écrire plein de threads, à aider plein de gens, à répondre à des centaines de DM. On a des gens qui regardent en replay toutes les games de Minecraft pour être sûr qu'il n'y ait pas de tricheurs. Pareil, gratuitement. On a des gens qui traduisent plein de trucs gratuitement. Enfin, c'est une communauté qui est quand même assez impressionnante, je trouve, même si elle n'est pas très très grosse encore. Et ça va être intéressant de voir à quel point elle peut s'intégrer à Ethereum ou pas, quoi. Je pense. Moi, je suis toujours très impressionné par cette force de communauté. C'est des trucs qui m'intéressent énormément. Je vais commencer à m'y intéresser un peu plus à cet écosystème. Ouais, et si je peux rajouter un truc, c'est quelque chose qu'on sentait à Berlin, là, parce que du coup, à Berlin, on était là-bas pour rencontrer les projets Polkadot. Et en fait, tous les projets veulent rentrer et veulent avoir notre communauté. Et ils sont prêts à la limite nous faire des cadeaux de tokens ou des trucs comme ça, juste pour nous avoir, comme parce qu'ils savent que dans Polkadot, c'est la communauté qui va pas vendre au moins de profit, va pas cracher sur le projet et va toujours essayer de nous mettre en avant, de faire des trucs comme ça. Et c'était fou de voir qu'il y avait des milliers de projets qui étaient prêts à nous donner des tokens gratuits à tous les mois de ça va, juste pour que on regarde ce qu'ils font, quoi. Et je trouve que c'est assez parlant. Après, est-ce qu'ils sont capables de faire ça ailleurs? Ça, je sais pas. Ouais, je trouve pas ça si fou. Moi, je trouve effectivement que c'est parlant, mais c'est pas si fou que ça. C'est pas si fou que ça. C'est normal. Ça me paraît même plutôt normal. Mais super présentation, en tout cas. J'imagine qu'il y a peut-être des questions. Je vais laisser la parole à... Alors, si j'ai vu passer une question tout à l'heure, si on s'intéresse, donc, quelqu'un qui disait sur le chat, bon, je vais pas la retrouver, mais si on n'a pas beaucoup de fonds et qu'on souhaite commencer à rentrer dans cet écosystème
qu'est-ce que tu conseilles, enfin, qu'est-ce que, on passe par où? Si on n'a pas la chance d'avoir un Ouais, ouais. Exosama, par exemple, ce soir, on passe Alors, par où? c'est un écosystème qui demande de beaucoup suivre. Donc, si vous voulez rentrer et que vous n'avez pas le temps de suivre les télégrammes et tout, en fait, c'est un peu le bordel. Il y a genre 20 télégrammes différents et tout. Donc, ils essayent de mettre en avant ceux qui vont prendre le temps de tout lire, de tout regarder et tout. Donc, si vous n'avez pas le temps, déjà, je pense, tant pis, enfin, skip, c'est pas grave. Si vous avez le temps, aujourd'hui, ce qui est le plus accessible parce que c'est liquide et parce qu'il n'y a pas de prix d'entrée, c'est le token Poop qui est sur Rersama, du coup, donc Moonbeam. C'est le token de gouvernance, c'est le token qui va être central pour tout le métaverse qui est en train d'être développé. Il y a déjà un prototype de métaverse, je ne l'ai même pas dit parce que j'ai tellement de trucs que j'ai oublié. Mais il y a un métaverse qui est lancé avec un chat qui est relié à un Telegram qui a été tout. Donc on sait que le Poop, c'est un token qui va être utile sur l'année prochaine pour tout l'écosystème. Donc ça peut être un truc sur quoi vous pouvez rentrer avec 10 dollars comme 10 000, c'est comme vous voulez. Après, il y a les ressources qui viennent de Minecraft, mais ça, c'est vraiment du gamble parce que il suffit qu'il n'y ait pas d'utilité sur les ressources dans les 6 prochains mois et ça va chuter. Et si demain il y a Alors, une utilité, bah, je te remercie, mais ma question, c'était pas réellement sur quoi on peut investir dans ah, pardon. l'écosystème pour faire des plus-values. Ouais. C'était plutôt, mais je pense que c'est moi qui ai du mal dû la poser. C'était plutôt, si je veux rentrer dans l'écosystème Moonsama et commencer à jouer. Tu nous as montré des jeux avec des Ah oui, poissons. ok. Je veux commencer à participer, à commencer à jouer. Forcément investir, mais jouer tout bonnement. Tu disais tout à l'heure que c'était embêtant quand tu ratais ou tu revendais des airdrops parce que Ouais. derrière tu n'avais pas du coup le nécessaire pour pouvoir continuer l'aventure dans de bonnes conditions. Est-ce qu'en prenant l'aventure comme ça, le train en route, on a nos chances de se faire de profiter un petit peu de cet écosystème Ouais. ou maintenant c'est foutu. Ok, j'avais pas compris, désolé. Très clair. En fait, l'idée, c'est un peu. Enfin, j'ai fait un thread hier qui comparait avec des gods et c'est un peu ce qu'ils font aussi. En gros, l'idée, c'est de rewarder ceux qui vont rester, mais c'est de permettre aux nouveaux de rentrer et de bénéficier de tout. Sinon, ça n'a pas d'intérêt et personne ne rentre et le projet est mort. Donc, là, typiquement, le truc à avoir aujourd'hui, c'est l'Exosama. Et l'Exosama vous permet de jouer à tout. Donc, le Moonsama et l'Exosama vous permettent de jouer à tout. Euh, Par contre, la plupart des jeux, a priori, sont pas ouverts à tout le monde au début, à chaque fois. Typiquement, les Minecraft, ils sont fermés et tout, juste parce que bah, c'est dur de faire un truc scalable sur 100 000 joueurs. C'est déjà assez compliqué d'avoir 2000 joueurs qui tournent en même temps. Donc aujourd'hui, si vous avez aucun NFT, que vous investissez pas, il n'y a rien que vous pouvez faire, je crois. Par contre, voilà, avec un tout Donc il petit y a peu de que tout. 2 NFT sur lesquels on peut investir. Il n'y a pas de NFT lié au jeu du poisson, par exemple. On peut pas acheter un NFT poisson parce que j'ai Alors, vu que ça le ressemblait un poisson, peu à c'est un. Axie. Ouais, si, le poisson, c'est comme Axie, mais du coup, il faut une équipe de 5. Ça revient plus cher qu'un Exosarab parce qu'il faut 5 poissons pour avoir une équipe. Et le poisson vaut environ 400 dollars. Mais si vous avez une équipe de 5, vous pouvez jouer séparément que sur Ponsava. Ponsava, pour le coup, le jeu des poissons, du coup, il est un peu. Enfin, il est relié à l'écosystème parce que pour avoir des poissons, il faut avoir joué à Minecraft. Il est séparé de l'écosystème dans le sens, vous pouvez jouer à Ponsama sans Exosama. Et si vous avez un Exosama et pas de poisson, vous pouvez pas jouer non plus. Donc c'est vraiment, il faut juste les poissons, quoi, et rien d'autre. D'accord, j'ai compris. En tout cas, pour jouer sur Minecraft, euh, il faut soit Exosama, un Ponsama, ouais. Moonsama, soit un Exosama. Ok, c'est les Ouais. deux en fait, la base pour entrer dans ce projet. Mais si on n'a pas le temps d'y jouer, enfin Ah, de passer du temps sur les télégrammes, etc. Comme tu disais, c'est assez compliqué et c'est chronophage. Vaut mieux pas s'y intéresser en fin de compte. C'est ça que tu expliques. je disais Enfin, plutôt pour les petits vaut poissons. En mieux fait, pas acheter. si vous voulez spéculer sur des trucs court terme et tout, enfin, accrochez-vous parce qu'il faut être là tout le temps. Si c'est pour juste acheter un Exosama ou un Moonsama, c'est fait pour que déjà la moitié des rewards elles soient juste à ceux qui sont là dans les télégrammes. Il faut rejoindre les télégrammes. Et de base, c'est fait pour que ça soit faisable sans trop jouer. C'est-à-dire qu'une heure par semaine, normalement, c'est accessible à tous. Euh, Après, bon, enfin, on a tous pas envie de passer une heure à jouer à Minecraft, mais bon, quand ça rapporte 300 dollars, en général, on le fait. Euh, et eux, ils pensent que c'est important qu'ils gardent ce truc-là de. On a un rendez-vous hebdomadaire d'1 heure pour tout le monde, parce que c'est ça qui sauve notre communauté. Et si on l'enlève, on n'aura plus que des gens qui vont acheter ça, stacker et pas regarder le projet pendant 6 mois. Euh, c'est pour ça qu'ils ont Ils veulent gardé ça. pas de holders passifs en fait. Ils veulent des gens actifs C'est ça. pour faire tourner l'écosystème, enfin tout Enfin, l'ensemble de leur écosystème parce qu'ils ont un truc qui est quand même assez. il y en a qui sont quand même assez rewardés, hein, faut pas non plus exagérer. C'est juste qu'ils vont avoir, par exemple, là sur Exosama, ceux qui avaient prémint, tous ceux qui ont rejoint le Telegram, donc ça c'est vraiment un holder passif, il a juste rejoint le gated chat, il a eu un gros mint qui vaut à peu près 1500-2000 dollars, enfin qui valait à la TH, je sais pas combien ça vaut.
s'il a en plus joué à Minecraft, il a pu en avoir un deuxième. Et s'il a été dans les meilleurs joueurs de Minecraft, il a pu en avoir un doré qui vaut 5-10 000 $. Tu vois. D'ailleurs, il y a Dex dans le chat qui a eu les trois, donc bravo lui. Mais Ouais, donc un bon exemple d'un vrai reward de communauté active. ouais. Mais après, il y en a qui disent faut pas être bon au jeu, faut juste jouer en fait. Le concept, c'est pas vraiment de. Les meilleurs joueurs, ils gagnent pas beaucoup plus que les joueurs moyens. C'est juste, tu te connectes, tu joues 1 heure et t'es éligible. L'important, c'est de participer, comme on dit. Exactement, ouais. Mais il y en a qui se connectent, il y en a qui font jouer leur enfant de 5 ans. D'ailleurs, c'est hyper drôle, ils font jouer leur enfant de 5 ans, ils font des maisons et ils ont rien à faire. Et c'est très bien en fait. Enfin, le but, c'est juste que tout le monde participe et que ce soit un truc un peu actif. Après, c'est un enjeu sur lequel ils travaillent parce que aujourd'hui, je crois que dans Moonsama, on doit avoir 6 milliardaires, plein de CEO et tout. Évidemment, ces gens-là, ils n'ont pas le temps de jouer à Minecraft le dimanche. Et pour autant, on n'a pas envie de les virer de la communauté, c'est pas du tout le but. Donc, il y a des compromis, de type, ils ont des rewards, mais moins. Voilà. À voir comment ça va D'accord. évoluer, mais ça n'a pas l'air d'être prévu, en tout cas, de faire sauter l'obligation de jouer très très rapide. Oui, mais c'est quand même important de savoir que même si jamais on joue pas, comme tu dis, on n'a pas le temps de jouer, c'est pas inutile non plus de le holder, quoi, en gros. On va Non, quand même être un petit peu, enfin, on va pas être oublié. non. Et puis, typiquement, pour moi, aujourd'hui, la plus grande valeur de mon Moonsama, c'est l'accès au chat privé de la communauté, parce que c'est que des personnes qui sont déjà incroyablement impliquées et motivées et influentes. Enfin, c'est un réseau incroyable et tout ça. Donc, en plus, il y a le jeu, il y a l'aspect communautaire, il y a le fait que le NFT, en général, il prend de la valeur quand même s'il n'y a pas les rewards à côté. Et tout le monde peut y trouver son compte. Mais au final, étonnamment, alors à voir si ce sera pareil sur Exosama, mais la majorité des gens jouent, et pas forcément pour les rewards. On a fait pas mal de semaines où il y a Minecraft et il n'y a pas de reward, et en fait tout le monde se connecte quand même, parce que c'est devenu un peu le rituel, et c'est comme ça. Après, c'est aussi parce qu'on a la logique de on va être rewardé, on sait pas comment, et du coup peut-être que des fois, on participe tous le maximum sans trop savoir à quoi s'attendre, T'as et puis peur un de jour, rater. on Oui, verra. oui, t'as peur T'as aussi la de peur de rater rater, du le coup, coche. qui est un peu peut-être malsaine des fois, bien sûr. Je comprends. Je comprends. Ouais, mais bon, en même temps, pour impliquer une communauté au quotidien à jouer, parce qu'on parle pas de venir faire, enfin, venir discuter entre nous. On parle de jouer et c'est pas forcément tout le monde qui, comme tu dis, a envie de passer 1 heure à Minecraft. T'as pas le choix que dans la balance de faire quand même aussi, de jouer un petit peu sur cet effet de surprise, en gros, où, si t'étais pas là, bah, t'as peut-être manqué quelque chose, quoi. Ouais. Après, à terme, le but, c'est pas d'imposer un jeu, c'est d'avoir. Ils ont racheté en fait une plateforme e-sport, donc ils vont pouvoir mettre plein de jeux dessus et permettre potentiellement de jouer à plein de jeux différents. En plus, avec le nouveau ban de Minecraft, ils sont en train de décaler pour sortir de Minecraft le plus vite possible pour pas être embêté après. Donc, a priori, à terme, ce sera vous pouvez jouer 1 heure n'importe quand dans la semaine et sur n'importe quel jeu. Là, aujourd'hui, c'est encore. Faut se connecter à Minecraft le dimanche. Oui, mais de toute façon, même si les tarifs sont très hauts, d'après ce que tu nous dis, on est quand même, enfin, c'est quand même très très early encore. Et encore une fois, il y a plein de gens qui connaissent pas aujourd'hui Exosama ou C'est inconnu Moonsama. en dehors de Polkadot, honnêtement. C'est Et c'est vraiment. incroyable que quand tu as un NFT qui a un floor avec quelques-uns seulement de listés, un floor à 70 000 $, qu'on n'en entende pas un peu plus parler. Enfin, je trouve ça incroyable. Bah, honnêtement, quand je contactais les gens pour leur en parler il y a 6 mois, on me rigolait au nez, vraiment. Et là, ça fait 2 semaines que je reçois tous les jours des DM des mecs qui ont genre 10 bored ape, des mecs qui sont dans des WC, des trucs comme ça, et qui disent ah en fait on aimerait bien en savoir plus. Et sauf que bah il y a plus rien après Meet, quoi. Il en reste 100 public Meet et en même temps c'est un peu tard parce que certes il y a une commu qui est là depuis 1 an, en même temps c'est early parce que Ethereum ils savent pas qui on est encore et c'est quand même là qu'il y a tout le marché donc à vous de voir après. Bien sûr, ah oui, de toute façon, faut de toute façon faire nos propres recherches. Là, tu nous as un petit peu, Et je de suis toute payé façon, t'es encore une fois, partie je suis prenante. ambassadeur, Voilà, t'es j'ai beaucoup partie prenante, d'investissement t'es dedans, ambassadeur. voilà. Donc, voilà, t'es pas venu effectivement nous descendre le projet, c'est évident. Après, je peux vous partager les red flags aussi, hein, c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites en même temps et des fois c'est compliqué. Il y a une communauté qui est très investie, mais qui du coup, des fois, peut aussi. Enfin, vous savez, quand on est très investi dans des choses, on a souvent des gens qui pètent un peu les plombs et tout, parce que tout le monde s'investit beaucoup, et c'est difficile de rewarder tout le monde à sa juste valeur, donc il y a des petites failles sur des trucs comme ça. Enfin, évidemment, il y a des failles dans le projet. Moi, j'ai essayé de vous partager tout avec le plus de transparence possible. Pour moi, l'enjeu, c'est est-ce qu'ils ont le même réseau qu'ils ont sur Polkadot, sur Ethereum, est-ce qu'ils sont capables de s'intégrer. Typiquement, un des trucs qui peut être un gros red flag et qui paraît rien, c'est qu'on fait tout sur Telegram quasiment. Et le Discord est presque mort. Enfin, c'est exagéré mort, mais il est pas très utilisé. Est-ce que la communauté Ethereum, elle sera OK pour aller sur Telegram et pas sur Discord, tu vois. Ça se trouve, c'est un truc qui peut être hyper red flag et empêcher que le projet il aille dans le top 10, j'en sais rien. Voilà.
C'est important aussi de nous partager, comme tu dis, tes inquiétudes. Pas forcément des red flags, mais en tout cas Ouais. tes questions que tu te poses. On a Donny qui est Padox aussi dans les trucs qui peuvent être dangereux, le CIO du coup. Normalement, la plupart des Moonsama de la team sont possédés par le CTO du coup qui s'est dox là il y a une semaine pour la conférence. D'accord. Donc a priori c'est safe. Bon, c'est toujours inquiétant d'avoir un CEO qui est Padox pour certains, donc ça peut être un red flag. Après, je sais pas trop sur les points négatifs. Bah, c'est juste que alors, en vrai, le vrai gros point négatif, c'est qu'on a une commu qui est assise sur, en moyenne, les Moonsama du départ sont assis en moyenne sur 100 000 $ de profit chacun. À quel moment ils vont tous sortir en même temps, quoi. C'est juste ça, la vraie inquiétude. A priori, ça va changer de main doucement, mais si d'un coup, tout le monde veut sortir en même temps, le projet s'effondre, et c'est sûr, comme un peu tous les projets dans tous les cas. Euh, Ils l'ont pas fait avec la sortie du token poop alors que c'était liquide, et qu'il y a, tu vois, il y a 2 millions dans la pool de liquidité, il y a personne qui a vendu 100 000 $ d'un coup. Ou en tout cas, ça a toujours été racheté, et le token a fait x4 après avoir été listé. Donc, a priori, c'est pas quelque chose qui est censé arriver de suite. Après, dans tous les cas, c'est presque sûr que ça arrivera un moment où ces gens-là, ils vont vouloir sortir. Est-ce que c'est au lancement de la blockchain dans 1 an? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est quand le CIO y part et que du coup, on se sent plus chez nous? Bah, je peux pas vous le dire, mais c'est sûrement le plus gros respect. Est-ce que c'est demain, parce qu'ils vont vouloir vendre leur Oui, Moonsama et pour le coup, récupérer je pense pas, mais leur ouais, peut-être. Exosama? Hmm. Ça peut être en fait à tout moment, mais et ça peut comme ça peut aussi tenir le coup et rester comme ça, parce qu'en fin de compte, comme tu dis, pas grand monde vous connaît, donc il y a encore beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de marge encore de progression. Ouais. J'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat, j'ai vu que ça allait un peu pour moi. Moi, j'en aurais une, c'est par rapport à Remark. Ouais. Les liens sont complètement coupés. Là, tout est coupé. Ouais. Ou, ouais, mais Je c'est quoi? refais. Il y a une guerre d'ego entre Donny et Euh, En fait, du comment il coup, s'appelle déjà le patron de l'autre Bruno. côté? Ouais. Bruno. Bon, je refais l'histoire pour ceux qui connaissent pas. Du coup, de base, Sama avait besoin des NFT 2.0 que développe Remark. Ils ont dit, bah, les gars, on a besoin de ça. Est-ce que vous pouvez le développer? Enfin, est-ce qu'on peut utiliser votre tech? Au final, elle n'a pas été prête à temps pour Moussama, mais en même temps, Moussama, ça va très vite, donc on ne peut pas reprocher ça à Remark. Ils ont créé un peu leur truc maison. Et après, il y a eu des tweets un peu, qui sont, je pense, objectivement plutôt partis de Remark au début, qui disaient en gros que peut-être un peu ce que voulait dire, je crois que c'est Marmotte qui dit ça tout à l'heure. Euh, En gros, votre tech chez Moonsama, c'est pas une vraie tech, c'est pas un vrai standard NFT et tout, c'est pas ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Et du coup, vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas, etc. Donc après, évidemment, il y a eu des petits débats sur Twitter. On a des communautés qui sont très impliquées des deux côtés, donc ça a fait des gros incendies. Le problème, c'est que Moonsama, ça a été ceux qui ont soutenu Remark au début. Donc en fait, tous les tokens Remark, ils sont détenus par des Moonsama globalement. Donc suite à l'incendie, quand on s'est mis à vendre les tokens, la charte de Remark, elle a la gueule quand même. Et du coup, là, je pense qu'il y a une grosse guerre d'ego entre les deux, mais il y a aussi, du coup, des projets qui sont carrément concurrentiels qui sont faits. Il n'y a plus besoin de la tech d'un côté et de l'autre, quoi. C'est-à-dire que le métaverse de Remark, il ressemble au métaverse qui est en train d'être fait par Monsama. Alors, c'est pas exactement pareil, il n'y a pas les mêmes ambitions et tout, mais globalement, c'est un métaverse 2D qui ressemble à Abo et c'est fait des deux côtés. La NFT 2.0, ils ont trouvé un moyen de le faire chez Monsama, ils en ont plus besoin chez Remark. Et du coup, je pense qu'en termes de partenariat entre les deux projets, c'est un peu mort à part peut-être dans 2 ans, quoi, quand ils auront les deux bien grandi. Après, pour le coup, Remark n'est pas mort du tout parce que en discutant avec les artistes NFT, il y a plein de personnes qui préfèrent aller chez Remark justement pour la tech qui est beaucoup plus aboutie, en tout cas open source et solide aujourd'hui que ce que fait Moonsama. Et du coup, du point de vue des artistes, par exemple, pour comparer un peu les techs des deux côtés, ils disent que Remark, c'est la meilleure tech pour les NFT composables et que Moonsama, c'est la meilleure communauté, c'est là où il y a le plus d'argent. Et du coup, ils hésitent entre les deux marketplaces parce que d'un côté, il y a Singular où bah, on peut faire plein de trucs, et d'un côté, il y a Rersama où bah, en fait, on vend tous les NFT bien plus cher, quoi, en gros. Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on s'intéresse à l'écosystème Polkadot, le, moi, je suis rentré sur, enfin, je suis pas rentré. D'ailleurs, je suis resté à la porte. Elle était entrouverte, mais j'ai pas réussi à rentrer. Je me suis intéressé à Exosama par le biais de Remark, parce que je trouve que ce que Remark fait est vraiment super intéressant en termes de NFT, et j'espère qu'ils arriveront au bout parce que ça permettra de faire des choses vraiment top pour pas mal de sujets. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri chez Exosama. Bon après c'est vrai qu'il fallait être
trop dedans pour espérer avoir une place en waitlist. J'avais pas forcément le temps, mais après du coup ça fait un peu une communauté. Elle fait un petit peu peur après au bout d'un moment quand on n'est pas. C'est parce que effectivement le seul moyen de rentrer c'est Moonsama, c'est hors de prix. Exosama, finalement, c'est allé soit à des gens hyper impliqués, soit à des gens qui étaient là depuis le départ, ce qui est normal aussi. C'est aussi une façon de construire une commu. Et du coup, on se dit, pour rentrer, ça reste un truc un petit peu à part et un petit peu, à part, avec des personnalités un peu fortes. Il y a quelques tweets qui passent qui sont rigolos. C'est marrant, on m'a envoyé ça en DM, je sais pas si c'était toi ou pas. On m'a envoyé ça hier, on m'a envoyé des DM, on a des personnalités un peu, comment dire, controversées, qui chez le Moussama, qui font pas du tout partie de l'équipe, mais qui ont fait peur à certaines personnes qui s'étaient renseignées sur le projet et m'ont demandé si elles faisaient partie de l'équipe et tout. Donc je vois ce que tu veux dire. C'est pas moi, mais il y a un espèce de grand blond, les cheveux longs là, qui est un petit peu excité sur Twitter. Bon, c'est rigolo ce qu'il fait, mais ça détonne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu ce que je disais, dans l'enjeu d'une communauté aussi qui est aussi forte, aussi impliquée, c'est que typiquement en tant qu'ambassadeur, on a eu une galère les dernières semaines parce qu'ils étaient tellement énervés contre Remark que c'était parti en guerre sur Twitter, ce qui est pénalisant pour les deux projets. Ça transmet qu'une image mauvaise, de toute façon, ça sert à rien, quoi. Donc, on a essayé de les recadrer et c'est pas facile, quoi. C'est des mecs ils ont beaucoup d'énergie, ils sont vraiment passionnés et c'est dur ça peut être à double tranchant. Donc, je vois ce que tu veux dire. Après, pour les Exosama qui ont fait rentrer personne de nouveau, en fait, au final, ceux qui sont rentrés sur Exosama, c'est ceux qui connaissaient déjà Moonsama depuis longtemps et qui ont du coup farmé la whitelist Exosama. Et ceux qui ont découvert Exosama, ils ont découvert trop tard et ils vont rentrer soit sur Secondary, soit sur le prochain truc après, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un décalage qui est assez frustrant parce qu'il y a plein de gens qui étaient allés sur Discord, qui avaient fait leur waitlist, qui suivaient mais qui suivaient pas trop et du coup qui ont raté le prémit par exemple et qui sont un peu salés, ce que je comprends. En même temps, du point de vue de la team, si tu te mets à leur place, c'est compliqué de. Tu vois, on a fait un pré-mint il y a 6 mois avec les gens qui étaient vraiment prêts à mint 6 mois avant. Et les mecs se réveillent quand il y a eu 2 airdrops de Gremlin à $4000 et ils veulent avoir $4000 dans leur poche et un Exosama. Alors qu'ils n'étaient pas réveillés il y a 6 mois, donc c'est un peu pas jouable en tous les cas pour l'équipe. Pour te donner les deux côtés de la perspective. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et de toute façon, c'est une commune qui fait peur parce qu'elle est très impliquée, parce qu'elle est c'est un peu une secte qui vient des Backhunters aussi, comme je disais avant, d'il y a 4 ans. Ça fait peur aussi parce que c'est Polkadot, on connaît pas. Et en plus, c'est hyper dur à suivre parce que c'est plein d'infos sur plein de télégrammes un peu éparpillés. Tout le monde dit ce qu'il pense. Ils ont des kiffs bizarres. Enfin, bref, c'est une commune qui a une forte identité et c'est pas forcément facile de s'y faire une place. C'est un vrai point. Ouais. Merci pour ton avis. Peut-être qu'on a une question. Ouais. Tac. Pas une question, mais juste une remarque, quoi. En fait, c'est pas un truc fait pour les marmottes fainéantes, quoi. Faut suivre, il faut être actif, tout ça. C'est ça. C'est vraiment ça, en vrai. C'est vraiment, faut être actif et c'est comme ça qu'ils. En même temps, c'est parce que du coup, c'est les gens qui sont actifs, ils sont contents d'être actifs, ils sont rewardés et du coup, ils en font plus que ce qui est demandé. Et c'est pour ça qu'on a 150 personnes qui écrivent un thread par jour. Je pense que c'est sur ça qu'ils ont joué, clairement. Et en effet, ça convient pas à tout le monde et c'est même pas sûr que ce soit le ROI le plus simple à avoir parce qu'il y a plein de gens qui avaient tout ça et qui ont juste pas joué, pas parlé et qui ont tout raté aussi. Donc au final, je te rejoins. Et pour être tout à fait transparent, pour quelqu'un comme moi qui veut tout suivre sur Moonsama aujourd'hui, c'est une demi-journée, quoi. Parce que pour lire tous les chats, tout comprendre, participer, répondre aux questions et tout, en fait, c'est presque un job à temps plein si tu veux vraiment tout comprendre dans le degré maximum de la technicité de ce qu'ils veulent faire, de ce qui est prévu après. Après, tu peux aussi juste te laisser porter et suivre les annonces, mais tu rateras forcément une partie de l'expérience. Parce que c'est vraiment construit en communauté. J'ai pas trop appuyé sur la gouvernance, mais c'est vraiment. Typiquement, Donny, le CEO, il est dans tous les chats tous les jours. Il répond à toutes les questions. Quand on met un feedback, si c'est quelque chose qui lui plaît, il va l'implémenter la semaine d'après. Enfin, il va demander à ce que ce soit implémenté la semaine d'après. C'est les équipes qui font derrière. Mais du coup, il y a un côté où on a tous l'impression d'avoir nos parts dans le projet. Et, c'est à double tranchant encore une fois et ça demande beaucoup d'investissement. Et quelqu'un qui fait autre chose à côté, des fois, il pourra pas faire ça, c'est sûr.
Moi, j'ai une question. Salut, Cryptomaniac. Je voulais savoir, pour quelqu'un qui a pas énormément de temps, mais je suis whitelist Exosama, donc j'ai mon NFT de Prelint. Ouais. Par contre, j'aurais pas énormément de temps pour jouer et pour faire toutes les activités entre guillemets demandées. Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un comme moi? En fait, on sait pas trop ce qu'ils ont prévu pour la suite, donc c'est un peu dur de te dire. Si, enfin, déjà, ça dépend si tu crois au projet long terme. Ce qui est sûr, c'est que si le projet il délivre sur ce qu'il veut délivrer, le plus gros ROI il sera à ceux qui vont en gros participer aux événements auxquels on leur dit de participer. Donc a priori peut-être 1 heure le dimanche si tu as le temps de le faire. Et qu'il faut rester au moins jusqu'au lancement de la blockchain, que ce soit dans 1 an ou dans 1 an et demi ou quoi. Après, c'est très long terme. Si toi, ça te paraît pas intéressant pour toi, soit parce que t'aimes pas la commu, soit parce que t'as pas le temps, bah, je sais pas, juste flippe, hein, enfin, tu fais ce que tu veux. Mais le meilleur ROI, c'est sûr que tu l'auras en participant. Le minimum qui est requis, qui est expliqué dans les chats, c'est en gros 1 heure par semaine, et il faudra faire ça bah, tout le temps. Voilà. Forcément, ouais. Ok, ça marche, merci. Après, pour autant, ça n'empêche que l'NFT va sûrement s'apprécier dans le temps si le projet prend comme il a envie de prendre. Et peut-être que même sans rien faire, il faut mieux garder 2 mois que garder 3 jours. Ça, c'est toi qui fais ton analyse pour le coup. Ça, je pense aussi, ouais. Je pense que je vais conserver un petit moment quand même parce que le projet qu'il y a derrière, les tweets, enfin, la communauté qui hype de ouf. Franchement, ouais, je pense que je vais le garder quelques semaines du moins. Cool. Même si je veux pas forcément faire toutes les amas et toutes les. Ah, les amas, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est évidemment Non, tout oui, là-dessus, mais c'est pas, oui, c'est surtout à titre informatif, mais bon, voilà, tout ce qui est, putain, tout ce qui est posté, c'est vrai que suivre, bah, j'ai fait l'impression un de. thread sur comment suivre rapidement. En gros, il y a 2-3 comptes qui font des récaps toutes les semaines sur juste un thread qui est lisible en 5 minutes. Et du coup, si tu suis ces comptes-là, normalement, tu t'en sors assez bien. Après, tu n'auras pas le niveau de détail que tu auras en écoutant une ama et pas la même conviction à la fin, je pense aussi non plus. Mais... Ouais, forcément. Ok, bon, merci. J'ai ma réponse. Top. D'autres questions, les gars? Si c'était dans le chat, repostez-les à l'écrit si vous voulez, parce que je vais pas réussir à tout remonter. Rien d'autre? Top streaming, tech, comme ça je vais voir le chat mieux. Moi, je suis en train de regarder. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Ce qui veut dire que tu as été plutôt clair. Top. Bah écoutez, on verra de toute façon demain si le projet dont je vous ai parlé a complètement flou ou pas. Mais en tout cas, l'expérience de mon point de vue était intéressante. Enfin, c'est un projet qui, moi, m'a beaucoup appris sur la crypto, comment ça marche et tout en général. Donc, je suis content de l'avoir partagé. Non, mais on sent que tu es vraiment dans un projet qui te passionne et depuis que tu es rentré, en fin de compte, tu es dedans. Et comme tu dis, si tu passes une demi-journée par jour à scruter un peu tous les chats, à répondre, etc., pour t'impliquer, en fin de compte, dans la communauté, on sent que tu es très heureux d'y être. Après, on sent aussi que c'est pas pour tout le monde. Ouais. Tu vois, au-delà de l'aspect prix, je rentre maintenant, peut-être que dans 6 mois ça va valoir plus cher. Au-delà de cet aspect-là, on a bien compris que c'était pas, enfin voilà, c'est pas censé être un NFT fait pour flipper dans 1 mois ou 2. Tu l'achètes aujourd'hui en tout cas, sans whitelist. Donc oui, c'est pas à mon avis pour tout le monde, mais c'est vrai que pour les personnes qui veulent s'impliquer, qui ont du temps, ça semble être et qui bien sûr ont quand même une une conviction sur l'avenir de Polkadot, ça peut être intéressant parce que le but, j'imagine quand même ultime, malgré que la collection soit sur Ethereum, le but ultime va être Oui, t'as raison. va, va être à échéance, j'imagine. Bon, d'une part, de commencer à pouvoir équiper ton NFT sur Ethereum grâce à Polkadot. Ouais. Mais j'imagine que dans 1 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, le but, ça va être de migrer le NFT sur Polkadot. Ouais. Un peu comme ils ont fait
un peu comme on le voit aujourd'hui avec les sandbox avec Matic, par exemple. En fait, c'est même pas de migrer le NFT, c'est ramener les communautés carrément et leur apprendre à utiliser Polkadot et qu'ils comprennent c'est quoi la différence et pourquoi c'est intéressant. Et je peux vous donner un exemple hyper concret. Exosama, les trucs qu'on pourra équiper par-dessus Exosama, ils seront listés sur Rersama, donc sur Moonbeam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les investisseurs Ethereum qui ont kiffé Exosama et qui sont intégrés, ils vont aller sur Moonbeam pour acheter par exemple, je sais pas, la nouvelle robe ou ce qu'ils veulent. Ça crée du volume sur Rersama, ce qui fait que ça pousse déjà l'écosystème et en plus ça pousse Polkadot aussi en général. Et Rersama, les frais de la marketplace, où c'est qu'ils vont? Ils vont dans les rewards des gens qui jouent au jeu avec leur Exosama. Donc c'est le genre d'économie où, en fait, on se rend compte que ça fait un cercle qui est hyper vertueux, parce que plus les gens ils vont aller sur Moonbeam, plus Exosama c'est rentable, du coup plus ils vont sur Exosama, du coup plus ils vont sur Moonbeam, etc. Et ils veulent faire ça surtout en fait. C'est le plan final est assez bien construit, même s'il n'est pas trop révélé en général. Oui, oui, on a bien compris, on sent bien dans ce que tu dis que ça, c'est une collection un petit peu de rabattage de meutes. Et la meute, elle est sur Ethereum, donc ils sont partis les chercher là où il y a la meute, effectivement. Rabattage de meutes, un peu du coup, qu'on se rende compte en fait par nous-mêmes que l'utilisation de Moonbeam, c'est pas si complexe que ça. Comme tu le dis tout à l'heure, j'imagine qu'avec un MetaMask bien configuré, on a une expérience qui est similaire à Ether ou à Matic. C'est la même honnêtement, franchement. Donc effectivement, oui, je pense que c'est une bonne stratégie pour commencer à mettre en lumière, en tout cas, Et après, ils ont aucun scrupule à dire, si Polkadot ça prend pas, ça marche pas, on ira ailleurs. Et c'est juste que là, c'est le plan pour aujourd'hui. L'autre problème, et pourquoi on va sur Ethereum plus que ramener des gens, c'est aussi que là, aujourd'hui, le market cap de Moonsama, c'est plus gros que le market cap de Moonriver, quoi. Donc c'est juste pas viable. Si on prend tout l'écosystème Moonsama, on doit être sur 200 millions de market cap, c'est quasiment le market cap de, j'exagère peut-être, mais ça doit pas être très loin de Moonbeam, quoi. Donc c'est juste pas viable de rester là, alors que, voilà. Ouais, je comprends. C'est comme si tu allais Bored App qui ont autant de market cap qu'OpenSea, effectivement. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui va pas. Tant qu'à faire, autant développer leur propre, j'ai envie de dire, autant développer leur propre marketplace. Mais c'est déjà le cas, en fin de compte. Ils ont la marketplace, ouais, mais au final, elle est sur un réseau. Pourquoi utiliser un token Moonbeam ou une blockchain Moonbeam si tout ce qu'elle apporte, c'est. Pourquoi? Ça leur apporte pas forcément plus que. C'est pour ça qu'en fait, là, ils parlent vraiment de faire leur blockchain et ils savent pas s'ils la mettent sur Polkadot ou ailleurs, mais au final, vu que 90% de l'activité de la blockchain, c'est nous, ils se disent, autant se mettre ailleurs, quoi. Oui, bien sûr. Donc, là, aujourd'hui, ils ont la prétention de vouloir justement créer leur propre blockchain et migrer l'intégralité de l'écosystème créé aujourd'hui sur leur propre blockchain, en fait. Ouais, c'est plus qu'une prétention, c'est vraiment une prétention parce qu'ils ont recruté 2 nouveaux devs là, il y a 2 jours, spécialisés blockchain. Donc c'est en cours, quoi. C'est lancé. Oh, d'accord, c'est beau. C'est beau, mais après, comme tu dis, si 90% du volume, c'est eux qui le créent, autant aller créer leur propre. Et après, l'idée, c'est que plus qu'un projet, parce que j'ai vu qu'il y en a qui demandaient ça au tout début, j'ai pas répondu. Est-ce que c'est juste un projet pour faire plein de jeux, développer plein de jeux et tout ça? C'est un peu plus l'idée de créer un multiverse, un écosystème et de permettre aux gens de s'intégrer dedans. C'est pour ça que la blockchain, elle fait sens aussi. Typiquement, là, il y a beaucoup de fonds en trésorerie pour inciter les gens à venir développer leurs jeux qui seront utilisables par nos NFT. Ou à développer des NFT qui seront utilisables par nos NFT. Typiquement, s'ils font un design trop cool de, je sais pas, un habit, ils peuvent le vendre sur notre marketplace et on les intègre à nos NFT. C'est un peu l'ambition de ramener tous les talents au même endroit et en utilisant les leviers qu'ils ont. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. C'est déjà pas mal. Moi, je pense que tu t'en es très bien sorti, Cryptomaniac, pour ta première ce soir. Magnifique. Désolé pour les petites questions techniques où j'avais pas les réponses. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je pensais pas qu'on allait autant dans le détail. En même temps, tu peux pas tout savoir. Hein. Ouais, non, puis franchement, tu t'en es plus que bien tiré. Hein. Enfin, t'as été honnête, t'as bien présenté le truc, tout ça. Non, franchement, c'était cool. Top. Si on a plus d'autres questions, on va peut-être pouvoir te libérer, Cryptomaniac. Nickel. Je vais aller essayer de suivre le mine, voir si c'est pas le bordel là. Ouais, j'ai 4 minutes de messages en attente sur les comptes, c'est pas mal. J'imagine que vu qu'il y a eu de la latence sur le mine, il y a pas mal d'infos que tu as dû rater. Ouais.
On va te laisser faire ton rattrapage. Tu repasses quand tu veux. On peut faire d'autres. N'hésite pas hein, si tu as d'autres choses Enfin, tu veux qu'on parle d'autres choses. D'une part, tu peux bien évidemment en parler sur le chat. Voilà, t'as un salon dédié dans Experlink pour poster des liens, des articles, des trades que tu pourrais faire. Mais si tu veux qu'on réorganise un de ces quatre, un amas par rapport à un projet que tu suis, un nouveau projet par exemple qui peut émerger sur Polkadot ou pas d'ailleurs ou autre, n'hésite pas. Trop cool. Bah, merci à tous pour l'accueil et l'invitation. C'est top.